rappel pour son exposé. Oui, merci. Donc COCRIS, c'est le groupe de recherche interdisciplinaire sur la crise écologique. Ça se veut à la fois interdisciplinaire, puisqu'à la fois on a eu plusieurs exposés scientifiques et aussi des exposés épistémologiques. Et ce que je propose aujourd'hui comme réflexion, c'est la problématique de l'expertise et le rapport au principe de précaution. La problématique de l'expertise est, me semble-t-il, une problématique vraiment importante dans le débat sur la crise écologique, parce que bien entendu, la crise écologique elle est surtout dénoncée entre guillemets par des scientifiques. Et on est en plein cœur de l'interaction science-société. Donc je vous propose donc un exposé en deux parties. La première portera essentiellement sur effectivement l'expertise scientifique avec une analyse à la fois épistémologique et sociologique, et en terminant par de la philosophie politique. Et alors, dans une deuxième partie, j'évoquerai la problématique du principe de précaution. Et en un moment conclusif, je ferai, comme il se doit dans tout exposé un peu construit, je ferai une articulation entre les deux parties. Ça va? Oui, bon, même si on n'était pas entre nous, ça ne changerait rien. Enfin, on est entre nous, alors raison de plus, donc n'ayez pas peur de m'interrompre s'il y a la moindre difficulté, on peut en discuter comme ça. Donc, comme je vous l'annonçais, l'expertise scientifique, je voudrais l'aborder de deux points de vue. L'expertise scientifique est très travaillée d'un point de vue sociologique. Hein. Et là, je me référerai alors aux travaux d'un gars de l'INRA, Pierre-Benoît Joly, qui est un responsable de la formation sciences humaines à l'INRA. Mais avant cela, je vais vous proposer une analyse épistémologique de la problématique de l'expertise, parce que l'analyse épistémologique, alors, ça tourne plus autour du statut de la science. Au fond, quel est le statut de la science dans la problématique de l'expertise. Au fond, donc je vous propose il me semble qu'on peut distinguer quatre modèles. Il me semble qu'on peut distinguer quatre modèles, et comme vous pouvez le voir, je mets chaque fois un auteur à côté. Je n'ai pas osé mettre d'auteur à côté du premier. De manière un peu provocante, j'aurais bien mis Marx. ou même à certains égards, comme vous voyez en dessous, je mets l'économie. J'ai le sentiment que c'est plus dans les sciences humaines que la problématique de la technocratie se pose que du côté des sciences entre guillemets de la nature. C'est quoi le modèle technocratique? Bon, c'est la présupposition que la science est neutre sociétalement, et qu'au fond, plutôt que de se casser la tête à déléguer le pouvoir à un politicien élu, bon, on ferait bien donner le pouvoir à un scientifique compétent. Hein. C'est l'idée, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que j'évoque ces aspects-là aussi avec des étudiants. Hein. La question qu'on pourrait se dire, je ne sais pas si vous connaissez les ministres de l'énergie successifs, enfin, c'est bien français ici, alors je ne vais pas trop. Enfin, en Belgique, là, je pense que depuis 3-4, comment on ne va pas dire septennat, 3-4 législatures, le ministre ou les ministres de l'énergie, c'est des. Enfin, en tout cas, il y a eu un Sciences Po, hein, il y a eu Magnel, il y a eu Watley qui est un juriste, enfin bref. Donc la question est de se dire, de manière à peu près certaine, je puis vous dire que les ministres d'énergie qu'on a eu successivement sont incapables de décrire le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Bon. Est-ce que c'est gênant? Oui, non. Hein. Pour quelqu'un qui a comme modèle, si vous voulez, scientifique, comme modèle le fonctionnement politique, le modèle technocratique, c'est clair que c'est fort gênant. Alors, c'est toute la question que j'essaye de poser. Au fond, est-ce qu'il ne serait pas mieux de donner le pouvoir de décision aux techniciens, puisque par définition, c'est plus compétent sur la technique. Hein, parce que, donc et ça, c'est la posture technocratique. Alors, ça ne vous étonnera pas que j'ai quelques réserves à émettre à cette position. Et cette réserve, elle me porte sur quoi? La première réserve que j'ai, la première réserve est l'épistémologie. Je pense que le technicien n'est pas le plus compétent en termes de politique, même énergétique. Pourquoi? Si vous voulez, il me semble important de distinguer une technique qui est un système de transformation qui est contrôlé au laboratoire, hein, et le technicien, bien spécialiste de la technique, d'une technologie qui est une technique inscrite dans une société. Au fond, il faudrait, me semble-t-il, si on voulait être technocratique, entre guillemets, c'est pas du tout le spécialiste de la technique qu'on devrait exiger pour être ministre, mais le spécialiste de la technologie, donc le spécialiste de l'analyse de l'impact d'une technologie sur la société.
Mais qui est le spécialiste de l'analyse de l'analyse de l'impact de la technologie sur la société? Bah, écoutez, c'est à la fois des sociologues, des anthropologues, des économistes, des juristes, je veux dire, et bien entendu des techniciens. Donc on est clairement là dans un lieu strictement interdisciplinaire. Donc je dirais que le modèle technocratique qui voudrait donner le pouvoir aux spécialistes de la technique, je trouve est indéfendable même d'un point de vue épistémologique. Mais on pourrait alors transformer le modèle démocratique. Ne donnons pas le pouvoir à celui qui est spécialiste de la technique, mais au contraire à un spécialiste précisément de l'analyse science-société. C'est ce qui serait une autre forme de technocratie. Ce serait un spécialiste des sciences humaines sur ce qui serait possible. Et alors précisément, alors là, j'aurais deux autres critiques à faire par rapport aux deux autres réserves par rapport à ce modèle technocratique. Le premier modèle, qui est la distinction fait-valeur, et là je suis déjà à l'interface avec le deuxième modèle que j'ai proposé, c'est qu'au fond, on va voir ça avec Max Weber, lui propose une dynamique qui repose sur la présupposition kantienne de la distinction des faits et de la distinction des valeurs. Le scientifique est le spécialiste des faits, donc du fonctionnement par exemple d'une centrale ou même de l'économie. Le scientifique est très clairement spécialiste des faits, alors que, et ça c'est typiquement la présupposition kantienne, le politique est l'homme de l'action, et dans toute action, il y a un choix de valeur. Voilà. Donc si vous distinguez les faits et les valeurs, dans toute action il y a un choix de valeur, et donc il n'y a aucune raison que le système de valeurs du spécialiste technicien ait plus d'importance que le système de valeurs de n'importe qui. Dans une logique de démocratie, précisément, les choix de valeurs, ça relève typiquement du politique, ça veut dire de quelqu'un qui trouve sa légitimité du fait qu'il a été élu. Donc la distinction qu'on fait entre faits et valeurs renvoie à fonde quelque part la distinction du technique et du politique. Le politique, c'est celui qui fait des choix de valeurs, le technique, c'est celui qui instruit le dossier. Il faut effectivement être vachement compétent pour inscrire un dossier, pour imaginer une politique énergétique. Il faut maîtriser parfaitement le dossier, à la fois technique et économique, par exemple, mais il n'empêche qu'on attend de l'administration qu'elle fasse des propositions de scénario, les techniciens font des propositions de scénario, le choix d'un scénario est un choix de valeur, par conséquent, relève du politique. Et ça, disons, c'est la position weberienne qui repose sur la distinction des valeurs et qui repose aussi sur le fait que dans une démocratie, la légitimité de la prise de décision repose sur le fait que le politique est élu. C'est à ça précisément. Quand il y a un choix de valeurs, on est bien dans un registre où la légitimité vient de l'élection. Et donc, si vous voulez, en critiquant le modèle technocratique, j'ai de cette manière déjà caractérisé le modèle classique, que je qualifie de classique, et le modèle weberien, mais qui repose sur une large autonomie du lieu technique. Au fond, quelque part, le modèle weberien présuppose ce qu'on appelle la neutralité axiologique de la science. On peut faire confiance aux scientifiques. Le scientifique est quelqu'un d'indépendant par rapport à la logique des valeurs, d'indépendant par la logique des valeurs, qui se centre sur des faits et qui peut par conséquent avoir un avis, si vous voulez, indépendant par rapport à des tendances sociales. L'exemple que je propose là montre la force et les limites d'ailleurs de cette présupposition. Si vous prenez la question de la création des médicaments, je trouve que c'est une question qui est tout à fait intéressante et tout à fait fondamentale dans un système social. Je suppose que ça n'a échappé à personne. Qu'un médicament doit faire la preuve de son efficacité, doit faire la preuve il y a une bonne maîtrise des effets secondaires, il y a tous les tests qui sont... Donc tous ces tests de mise au point d'un médicament et la création finale relèvent typiquement d'une logique essentiellement technocratique. Donc c'est des commissions essentiellement technocratiques qui instruisent le dossier avec la présupposition qu'on est dans ce lieu de neutralité, présupposition qui, comme chacun sait, pose parfois de grosses difficultés. Bonjour. Et alors, d'autre part, c'est le politique qui prend la décision. Donc vous voyez, je ne dis pas que c'est archétypal, mais c'est un exemple qui pourrait discuter. Enfin. Et alors, ce fonctionnement-là, je dirais que le modèle classique, à certains égards, est un modèle qui marque toute la fin du XXe siècle. Je veux dire, les années 50, 60, 70, 80. À partir des années 80, ça discute. Mais alors, tu vois, par quoi ce modèle est-il remis en cause?
Par quoi ce modèle est-il remis en cause? Ce modèle est remis en cause précisément en fonction de la présupposition de la neutralité axiologique de la science. Et c'est surtout par les courants, bon, si on parle en termes universitaires, c'est essentiellement la sociologie des sciences qui va contester ça. La sociologie des sciences qui, quelque part, et c'est pour ça que je mets à la tour, la sociologie des sciences qui, quelque part, va montrer les collusions de fait, les collusions de fait entre la science et la technologie. Et si je prends tout à l'heure la création des médicaments, on sent très bien que précisément là, à la fois sur le plan des principes, ça se tient, mais il y a quand même certains dérapages regrettables, qu'on pourrait qualifier de secondaires, mais peu importe, où manifestement là, il y a une confusion d'intérêts qui peut jouer. Autrement dit, cette présupposition d'une science complètement neutre a été complètement battue en brèche d'une certaine manière par la sociologie des sciences. Et vous avez quelqu'un comme Latour, alors, qui parle de sophistique généralisée. Alors ça veut dire quoi la sophistique généralisée? Je dis c'est intéressant il faut savoir, il faut comprendre ce qu'il cherche, parce qu'on peut se dire, Latour, je ne sais pas si vous connaissez Latour, mais c'est épistémologiquement c'est une vraie anguille. Moi je l'ai dit plusieurs fois sur lui, il n'est ni sociologue ni anthropologue, il est plutôt anthropologue, mais enfin épistémologiquement, est-ce qu'il y a une place l'idée de Latour, si vous voulez, c'est qu'au fond la science est un discours comme les autres, qui ne doit pas avoir de statut de légitimité plus élevé que les autres. Mais on pourrait se dire, d'où ça lui vient, pour des scientifiques, c'est quelque chose d'assez choquant. Sauf, si vous voulez, tout dépend de l'exemple auquel on prend. Un ingénieur d'EDF qui prend la parole en public, épistémologiquement, c'est un scientifique ou un rhéteur. Qu'est-ce qui distingue la science de la rhétorique? En Belgique, on aime bien le mot rhétorique, parce que bon, je fais une petite excursus pour le monde français qui est polonais. Donc je veux dire, en fin d'humanité, la dernière année d'humanité, c'est la rhétorique en Belgique. On appelle ça la rhétorique. Parce que tout simplement, quand tout le monde faisait du latin, c'était l'année où on travaillait sur les rhéteurs, sur Cicéron. Et qu'est-ce que c'est que Cicéron? C'est un orateur, c'est un avocat. La rhétorique, c'est véritablement. Et qu'est-ce qui distingue la rhétorique de la science? Excuse-moi, je marche peut-être là-dedans. Mais qu'est-ce qui distingue la rhétorique de la science? Et la science, je pense que c'est le rapport à la vérité. L'objectif de la rhétorique, c'est pas la vérité. L'objectif de la rhétorique, c'est de convaincre, c'est de faire changer d'avis. Ça veut dire que pour le rhéteur, entre guillemets, la vérité est une contrainte, c'est pas l'objectif. Le rhéteur essaie de vous faire changer d'avis sans dire de conneries. Mais il ne cherche pas à vous dire la vérité. Il cherche à vous faire changer d'avis. Tandis que l'objectif de la science, comme l'objectif de la philosophie, la vérité, c'est l'objectif. C'est le point central. Bon. Mais si vous avez ça comme lecture, un ingénieur d'EDF qui prend la parole en public, il n'est pas là pour viser la vérité, il est là pour défendre EDF. Autrement dit, la parole d'un scientifique dans le débat, elle est toujours située. Donc on est dans une idée rhétorique généralisée. C'est ça la thèse de Latour. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'important. Il met le doigt sur quelque chose de vraiment important. Au fond, quelque part, et je reviendrai sur cet aspect-là, mais c'est pour Kurilski, par exemple, on fait tout un travail sur la problématique du principe de précaution lié avec la question d'expertise, la question de la neutralité de l'expert, et la question la plus difficile. Parce que, ou bien vous avez un expert qui est vraiment qui est costaud, pour dire les choses autrement, celui qui a des contrats avec le privé. Prenez les OGM, trouvez-moi quelqu'un qui connaît bien la question des OGM et qui n'a pas de contrat. Mais s'il a un contrat, il est jugé parti. Autrement dit, la thèse de Latour est tout simplement de dire, sociologiquement, les discours de la plupart des scientifiques relèvent de la rhétorique et ne relèvent pas de la science. C'est une thèse forte, mais qui, je pense, est très importante à comprendre et à prendre au sérieux. Moi, j'ai eu des contacts divergents dans divers lieux. Je vous assure, la question de la neutralité, c'est tout sauf secondaire. C'est tout sauf secondaire. Donc, oui. Tu dis la plupart des scientifiques. Est-ce qu'il y a aussi des scientifiques neutres pour Latour ou c'est là toute la question. Moi, je pense, si tu veux, qu'un chercheur qualifié du FNRS qui n'a pas de contrat, tu peux toujours dire qu'on est... C'est en cela que le concept de liberté académique, pour moi, est un concept tout à fait important. Mais la liberté académique, il faut penser maintenant, initialement, originairement, la liberté académique, c'était par rapport au pouvoir politique, au pouvoir ecclésiastique. Bon, écoutez, le pouvoir ecclésiastique, maintenant, il y a plus grand monde qui s'en soucie. Donc, la liberté académique,
Mais la liberté académique par rapport aux puissances financières, c'est la vraie question. C'est la vraie question. On est dans un registre maintenant. Quelle est l'indépendance des académiques par rapport au pouvoir financier? Alors pour dire qu'ils sont complètement indépendants, ils sont payés. Enfin, si vous êtes le patron d'une équipe même de 15 personnes qui travaillent sur base d'un contrat avec une firme privée, ben, vous êtes quand même plus mal mis pour être critique. J'en profite pour entrer là-dedans. Il me semble qu'il y a un problème de distinction entre deux choses. Ce que Weber aurait défendu, ce n'est pas que les scientifiques est neutre, c'est que l'objet des connaissances du scientifique, c'est-à-dire la connaissance, la science est neutre, pas le scientifique. Weber n'aurait eu aucun problème à admettre qu'un scientifique a des intérêts qu'il défend. C'est l'objet dont il parle, c'est les données qu'il produit, c'est la connaissance qu'il produit dans son laboratoire qu'il va défendre comme étant neutre. Et oui, non, mais justement. Non, mais alors, c'est que chez Latour va plus loin, si tu veux, va beaucoup plus loin que Weber. Il ne se contente pas de dire. Latour dit, au fond, si vous voulez, même les schémas explicatifs dans lesquels on sont situés culturellement sont là. Donc la position épistémologique de Latour est beaucoup plus critique que la position weberienne. C'est que la neutralité axiologique de la science, je pense que Latour est très très critique sur ce plan-là. Donc dans ce sens-là, je ne suis pas latourien, mais je dis, si vous voulez, quand on lit un auteur, je trouve qu'il y a une sorte de posture parfois, pour Latour, une réputation exécrable dans le monde de la philosophie des sciences, soyons clairs. Maintenant, je trouve qu'effectivement, il a peut-être une réputation exécrable, n'empêche que je trouve que c'est un des rares à mettre le doigt sur des choses importantes. Et cette problématique d'une rhétorique généralisée, eh bien, je trouve qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Voilà, alors, je passe au modèle suivant. Alors, Habermas, je trouve que j'ai juste une question. Est-ce que Latour tient le même genre de propos sur les sciences dites fondamentales, je sais pas, la physique théorique, enfin, qui ont beaucoup moins d'impact, a priori, sur la société par rapport à la création de médicaments, ce genre de choses? Écoute, Latour est un anthropologue. Donc, il a sa thèse, by Laboratory of Life, enfin, c'était la vie laboratoire. Hein, bon. Moi, j'ai fait le même type de boulot pour ma thèse, j'ai fait le même type de boulot, j'ai été dans deux labos, analyser et recherche. Mais moi, je n'avais pas la posture de l'anthropologue, j'avais la posture de l'épistémologue. Hein. Mais lui a clairement, hein, il va voir les scientifiques comme on voit des papous, d'accord? Bon, mais il dit, bon, qu'est-ce que c'est que la science? Bon, ils ont leurs codes sociaux, ils ont les influences extérieures comme tout le monde, et au fond, qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique? C'est une croyance reconnue en fonction de diverses règles. Bon. En disant ça, il n'est pas nécessairement relativiste. Il te montre quand même, si tu veux, que la dynamique de la recherche est très marquée par des influences extérieures, et que par conséquent, il ne prend pas position sur la problématique de l'objectivité, à ma connaissance. Mais il sape un peu, si tu veux, cette évidence d'une sorte de démarche d'une rationalité pure, complètement indépendante du système social. Donc ça, c'est sa posture en anthropologue. Et alors, donc, il remet en cause quand même, quelque part, sans le dire vraiment explicitement, c'est en ça que je dis c'est vraiment une anguille, comme en wallon, on dirait c'est une anguille, quoi. Une anguille, tu essaies d'avoir là, elle est là. Donc, il a toujours l'art de l'esquive, et il répond jamais clairement à la question. Donc, dans ce sens-là, c'est un peu gênant. Non, c'est clair que je pense qu'il a une posture relativiste, à partir de sa position d'anthropologue. L'anthropologue est méthodologiquement relativiste. Un anthropologue, les pygmées disent des choses tout aussi intéressantes que les scientifiques. C'est la posture de l'anthropologue. On ne fait pas d'anthropologie. Donc il a cette posture épistémologique qui remet quand même en question, si tu veux, l'évidence de la spécificité du discours scientifique, et il en tire des conclusions au niveau d'une dynamique générale, sur le plan sociologique, en parlant d'une sophistique généralisée. Tu vois alors, c'est le généralisé qui se pose. Hein. Je veux dire, est-ce que c'est si généralisé? Quand on parle de l'ingénieur de l'EDF, là, je prends volontairement un exemple français, comme ça, entre Belges, on est plus immunisé. Hein. Mais enfin, je veux dire, un porte-parole, un scientifique et porte-parole d'une firme privée, d'ailleurs, moi j'en connais, mais ces mecs, ils sont complètement... Tu penses bien que ce qui dit est complètement contrôlé par les autorités, bien entendu. Ce sont les porte-paroles. Un porte-parole, il porte bien son nom, il porte-parole. Mais n'empêche qu'on met l'ingénieur. Donc, il y a le double jeu d'utiliser l'image de la science comme lieu d'objectivité et de neutralité axiologique,
Et d'autre part, c'est un porte-parole donc il nous dit que ce qu'on veut bien qu'il dise. Alors c'est vrai, c'est particulièrement vrai dans le secteur privé, mais même dans le secteur public, c'est parfois limite. Enfin bon, ça se discute. Hein. En fait, je me dis, ça paraît quand même, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même réfléchir à ce qui est en jeu dans le modèle postmoderne. Je ne suis pas du tout postmoderne, mais je pense qu'il est quand même intéressant, vont écrire des signaux d'alarme quelque part, et il y a quelque chose d'intéressant à... Et puis on va voir après comment ça peut se... Ça va? Alors sur le quatrième modèle, c'est le modèle dans lequel je me sens plus à l'aise, je dirais, c'est le modèle pragmatico-politique. Moi je préfère la Habermas, bon, c'est une référence parmi d'autres, mais enfin n'empêche que je trouve intéressant. Pourquoi je préfère Habermas? Pourquoi j'aime bien Habermas? Habermas fondamentalement c'est rationaliste. C'est un philosophe rationaliste, c'est un mec qui fait confiance à la raison. Son premier bouquin, La technique et la science comme idéologie. Alors, on dirait, bon, ça c'est pas une posture de rationaliste. Eh bien, être un rationaliste qui défend l'idée que la technique et la science comme idéologie. Or, je trouve là qu'il y a quelque chose d'intéressant. Là aussi, il y a une intuition très forte. C'est quoi l'idée? Ben, écoutez, faire la science actuellement. Il est même dans une logique, c'est un post-marxiste, hein, simplement. Il dit quelque part, c'est quoi l'idéologie du capitalisme? Habermas dit, le capitalisme, il n'a pas besoin d'idéologie. Pourquoi? Ben, il a fait alliance de fait avec la technique. Les recherches-développement, la recherche-développement en sciences, c'est quoi? Ben, c'est la science au service du capital. Et c'est quoi l'idéologie du capital? Ben, c'est son efficacité. Mais l'efficacité du capitalisme, il vient d'où? L'efficacité du capitalisme, il vient de la science. Il ne vient pas du capitalisme en tant que tel. Il vient de la manière dont le capitalisme est parvenu à intégrer et à être un moteur d'ailleurs, par la recherche-développement, est parvenu à être un moteur, si vous voulez, du développement scientifique. Donc, au fond, ce qui fait la force du capitalisme, dit Habermas, ce n'est pas tellement la dynamique libérale, entre guillemets, ce qui fait la force du capitalisme, c'est son association avec la science. Vous arrivez dans n'importe quelle culture, vous avez envoyé des hommes sur la Lune, ils sont raplapla devant vous. C'est une chose que j'ai, en lisant Simondon, je ne sais pas si vous connaissez, bon, Simondon, c'est un philosophe reconnu, hein, ben, il parle d'un universel de l'efficace. Et ben ça m'a fort frappé. Au fond, quelque part, on associe l'universel à la vérité. La vérité, c'est universel. Donc là, le technicien, les mains dans le cambouis, les philosophes ont toujours regardé la technique avec le plus profond mépris. Ben, Simondon est un des premiers à appris à avoir pris cette technique au sérieux, mais il y a un universel de l'efficace. Et j'ai compris ça une fois en regardant bêtement la TV, je regardais des jeunes mecs, de votre âge, une trentaine d'années, qui faisaient le tour du monde dans un... Je ne connais rien en voile, hein, dans un voilier. Hein, je ne sais pas si c'est un cas. C'était pas des pays, ils n'étaient pas plein de fric. Hein, ils avaient mais ils avaient quand même un petit voilier, c'était à 2 dents. Il dit, le gars leur demandait comment vous êtes accueillis quand vous arrivez dans une île du Pacifique. Et le gars dit, on est accueillis avec respect. Et pourquoi? Ces gens, ils savent ce que c'est que faire de la mer. Et quand ils voient qu'on est capable d'arriver chez eux avec un petit bateau comme ça mérite le respect. L'efficace. L'efficace. Il y a un universel de l'efficace. La médecine occidentale, c'est une mémoire d'idée. L'association de fait des forces capitales avec sociologiquement, avec la recherche-développement scientifique, fait en sorte que le capitaliste n'a même plus besoin d'idéologie. C'est son efficacité, mais son efficacité, il vient plus de la science que de la logique capitaliste elle-même. Ça, c'est la thèse d'Habermas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Habermas tient à la fois cette position-là, et s'inscrit dans la distinction fait-valeur, et il est aussi un Weberien. Hein. Au fond, quelque part, il propose un modèle classique corrigé, en fonction de ce que nous raconte Latour, parce qu'il sait très bien qu'on est dans un registre d'alliance de fait. L'alliance de fait entre science et capital n'est pas contradictoire avec la neutralité axiologique de la science sur le plan épistémologique. Et ça, c'est une posture paradoxale qui me paraît intéressante. Parce que d'une certaine manière, ce que dénonce, ou ce que souligne Habermas au point de départ, c'est quelque part, je trouve, c'est de la lucidité. Hein. Je pense que c'est une forme de lucidité, de voir que les dynamiques intellectuelles sont fortement marquées par les modes de financement et par la recherche-développement.
Et y compris militaire. Hein, la NASA, c'est pas rien comme budget au niveau des États-Unis. Donc, si vous voulez, parler de neutralité axiologique de la science, au fond, quand on parle de la neutralité axiologique de la science, je trouve qu'il faut distinguer le point de vue sociologique du point de vue épistémologique. Et Habermas distingue les deux, ils font deux positions contradictoires au niveau des deux, mais c'est une position paradoxale, c'est pas une certaine position contradictoire. Il n'est pas contradictoire de dire que la science est un lieu de neutralité axiologique sur le plan de sa méthodologie et de ce qu'elle produit, mais que d'autre part, au niveau sociologique, les thèmes sur lesquels on l'a fait travailler, et le type de discours est marqué précisément par une perspective de recherche-développement. Donc, si vous voulez, c'est une posture paradoxale, mais que je ne trouve pas pour ma part contradictoire. Donc, il y a interaction avec de la spécificité épistémologique du discours scientifique. Alors, on peut prendre des exemples. Hein. Si vous voulez, la vache folle est un très très bel exemple. La vache folle est un très très bel exemple. Pourquoi? Au début, la vache folle, je ne vais pas rencontrer, je pourrais parler de la vache folle au moment. Hein. Au début de la problématique de la vache folle, vous savez que pour dire les choses simplement, les scientifiques battaient le beurre. Ils ne voyaient pas. Bon, il y avait des suspicions. Hein, vous savez que c'est la tremblante du mouton qui est passée à la vache, et puis la maladie Creutzfeldt-Jakob est passée à l'humain. D'accord? Bon. En fonction de la théorie disponible en 1987, on ne voyait pas comment ce passage avait été fait. Bon. Donc, il y a soupçon d'un passage, mais à partir du moment où on ne comprend pas ce passage, on ne peut pas dire qu'il y a eu passage. Il n'y a pas de certitude scientifique. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, bref, hein. C'est incroyable. Il n'y avait pas de certitude scientifique, et bien donc, on fait comme s'il n'y avait rien. Et toute la politique du Royaume-Uni à l'époque, si vous voulez, de défendre les agriculteurs, point. De défendre les éleveurs. Donc vous voyez, déforcer la science, parce qu'il y a parfois des présuppositions bizarres chez Latour, hein, comme si déforcer la science, c'était renforcer la démocratie. C'est pas sûr du tout. Parce que si vous déforcez la science, ben, qu'est-ce que vous avez comme pouvoir? C'est le pouvoir économique qui dit tout. 5 ans plus tard, il y a la logique des prions. Les scientifiques ont trouvé une explication montrant qu'il était parfaitement possible, non seulement c'était possible, mais c'était bien ce qui s'était passé, qu'il y avait donc une transmission des moutons à la vache, puis de la vache à l'humain. Ben, bien entendu, changement complet et changement complet de politique. Vous vous souvenez sans doute, enfin, peut-être que vous êtes une autre génération, je voudrais que je fasse un calcul. Enfin, moi, je me souviens, les plus âgés d'entre vous se souviennent des images de grandes, comment dire, des tranchées dans lesquelles on accumulait des vaches. Il y a vraiment des images complètement apocalyptiques, hein, sur le plan. Mais vous ne pouvez comprendre ça que si on maintient la neutralité axiologique de la science. Donc, je trouve qu'il y a un peu, dans le modèle postmoderne, il y a une sorte de malentendu, comme si, comment dire, dévaloriser la science, ça renforçait la démocratie. Moi, je pense qu'il en est pas. Regardez ce qui se passe même au GIEC. Je pense que la présupposition d'une neutralité axiologique sur le plan épistémologique, hein, est absolument essentielle, parce qu'à certains égards, la science doit me paraître le seul discours d'avoir un impact réel sur l'économie. Je pose un peu loin, hein. Mais regardez les GIEC. D'où vient que les multinationales poussent encore sur le plan du climato-scepticisme, hein, même Trump, mais Bush, c'était exactement la même chose, parce que précisément, vous avez un discours scientifique qui va à l'encontre d'une rentabilité ou d'un rendement de l'intérêt immédiat de certaines multinationales. Mais n'empêche que cette affirmation de la neutralité axiologique de la science, c'est le seul moyen de faire barrage à ça. Et bon, donc, ça c'est l'analyse épistémologique, si vous voulez, de la... Alors il y a un axe sociologique, et là je me réfère aux travaux de Pierre Benoît Joly. Bon, je vais un peu plus vite, hein, disons, mais il distingue, si vous voulez, il fait un historique, et il parle du modèle standard, distinction fait valeur, avec en plus, et c'est un aspect que je n'ai pas du tout souligné, mais qui est quand même, au fond, l'idée, quand même, dans l'idée d'expertise, bien souvent le fait qu'au fond, les profs n'y connaissent rien.
Et en plus, les profanes, c'est souvent des gens qui se laissent aller par leurs émotions. On est dans la population, on est dans le lieu de l'irrationalité. Hein. L'expertise est le lieu de la rationalité, au fond, le profane est le lieu de l'irrationnel. Hein. Et donc, c'est quoi le schéma sociologique? Ben, au fond, il faut faire confiance dans les institutions. Les institutions sont les lieux de la rationalité, faisons leur confiance, et surtout, n'allons pas nous mêler de leurs affaires, on n'a pas les moyens. D'accord? Ouais. Donc, je veux dire, il y a même la logique de la discrétion. Si vous prenez dans les années 60-70, si vous voulez, la manière dont se conçoivent les politiques, on est dans un registre où les experts, hein, vous avez le comité des sages. Comment s'est prise la décision même du nucléaire en Belgique? Il y a un comité des sages, hein, un comité des sages, voilà, on fait confiance à quelques prix Nobel, et là, mais là, on est dans un registre, donc, clairement, une neutralité axiologique de la science, c'est bien clair, et d'autre part, alors, sociologiquement, hein, de confiance dans les institutions, avec une information descendante. Les experts savent, et les autres ne savent pas. C'est un schéma qui est très très présent, y compris si vous voulez, au niveau européen par exemple. Lorsque c'est au niveau de la Commission européenne, c'est vrai, je reviendrai sur cet aspect des OGM, hein, ben, c'est un schéma qui est très présent. Quoi. Pourquoi les Européens n'acceptent pas les OGM? Parce que c'est une population irrationnelle qui ne comprend pas et sait savoir. Non, mais les experts ont décidé. Alors, alors, comme les gens du Parlement sont élus, ils doivent tenir compte de la population. On n'ira pas jusqu'à dire populace, enfin, on doit tenir compte de la population au niveau du Parlement. Vous savez que sur ces questions, il y a un conflit entre le Parlement et la Commission. La Commission est clairement dans une logique d'expertise, modèle standard, alors que le Parlement, au contraire, est dans le modèle second, qui est le modèle de la consultation. Hein. Il y a 4 modèles aussi. Au fond, l'idée du modèle de la consultation sur le plan sociologique, et c'est quelque chose qui s'est très développé aussi aux États-Unis, c'est l'idée qu'il y a différentes formes de rationalité. Il y a différentes formes de rationalité et qu'il n'est pas irrationnel de demander l'avis du public pour des décisions que ce soit en termes de politique ou même de termes d'implantation d'un certain type de centrale ici ou là. Ben, c'est évident qu'il y a des problèmes techniques, mais il y a aussi des problèmes de perception du public. On est dans des dynamiques où même les experts, il y a des choses auxquelles ils n'ont pas pensé. Dans cette dynamique-là, par exemple, je sais qu'il y a eu des enquêtes faites sur la problématique de l'implantation des recherches sur les éléments nucléaires dans un institut à Fleurus. Ben, je sais que, parce que j'ai rencontré le gars qui a travaillé sur ce type de questions, ben, il m'a dit, bon, c'est clair que dans l'interaction avec le public, il y a eu des idées, il y a eu des positions qui ont eu un impact très positif sur la manière dont ils ont conçu les choses. Donc on est dans un registre là de l'idée qu'il y a différentes formes de rationalité, et que dans toute décision et dans tout scénario, il y a des éléments de valeur, et que par conséquent, dans ces éléments de valeur, comment dire, le public peut avoir même de l'imagination, peut même dire, enfin, vous n'avez pas pensé à ça, pourquoi? Non. Donc il y a une sorte c'est une logique, c'est un modèle de la consultation avec la présupposition d'une collaboration. On garde la distinction profane et expert, on garde cette distinction très nette, mais au fond, on abandonne ce mépris sur la population, et on intègre, si vous voulez, cette dynamique d'une pluralité de rationalité. Troisième modèle, donc le troisième, avec un aspect de transparence. La présupposition de la transparence. Alors que le premier modèle, à partir du moment où vous faites une confiance absolue dans l'institution, ben, il y a la logique du secret qui participe même d'une sorte de... Bon, voilà, on est conduit par des gens intelligents, il n'y a pas besoin de discuter ni de vérifier. Hein. Ici, on est au contraire dans une logique... Il n'y a pas de suspicion par rapport à l'intelligence des dirigeants, mais se dire qu'il y a une reconnaissance d'une pluralité de rationalité, par conséquent, la transparence participe de cette dynamique. Le modèle 3, selon Pierre-Benoît Joly, hein, c'est que c'est le modèle standard revisité. Au fond, ils sont un peu brûlés les ailes avec le modèle de la transparence, parce que bien entendu, comment dire, c'est ce que j'ai mis là, le cercle vicieux de la gestion des risques. Ben,
c'est tout un débat. Le discours rassurant, au fond, une population n'attend qu'une chose, c'est quelque part d'être rassurée. Ah, mais si vous dites, bon, je sais pas, il y a une chance sur 100 que ça pète, vous dites, un sur 100, c'est pas rien. Donc, je veux dire, le discours de la transparence, au fond, paradoxalement, est un discours qui donne des informations, et les informations alors peuvent être prises et peuvent aller dans divers sens. Donc d'une certaine manière, il y a eu un moment à la fin des années 80, d'après les lectures, d'après les analyses du gars d'INRA, au fond d'une sorte de repli en arrière sur cette question de la transparence notamment, et de retour quelque part à la délégation de l'autorité au corps administratif. Distinguer l'évaluation et la gestion des risques, et d'une certaine manière, ce modèle standard revisité, bien entendu, on ne revient pas à une sorte de mythe de l'absolue neutralité de la science, mais n'empêche, il y a un retour. Et alors le quatrième modèle, c'est le modèle de la co-construction, qui précisément, alors là, enfin, on sent un mouvement de balancier. On sent un mouvement de balancier dans la manière dont ce gars analyse le rôle du modèle. Le rôle de la co-construction rejoint précisément l'idée de la pluralité des rationalités et de l'apport de la controverse. Dans les années 90, la problématique de sociologie de la controverse était importante. Et précisément, alors, si vous voulez, c'est les apports de la sociologie de la controverse qui, quelque part, ont permis l'élaboration de ce qu'on appelle le modèle de la co-construction, qui dans l'exploration des mondes possibles, dans l'exploration des divers scénarios possibles, l'interaction avec une population qui réfléchit pour les enjeux, bien entendu, mais la population est parfaitement capable de ça, ben ça ouvre au contraire, ça ouvre l'imaginaire. Ça ouvre l'imaginaire, et précisément, si vous voulez, le modèle de la co-construction est un modèle qui est souvent défendu, ou plutôt qui est souvent maladroitement associé à la position postmoderne, alors qu'il n'en est rien. Enfin, il peut n'en être rien. C'est clair que c'est pas du tout une manière de remise en cause de la posture scientifique, mais c'est une manière de dire, lorsque on construit, quand une technologie s'inscrit dans une dynamique sociale, les divers scénarios possibles méritent d'être confrontés aux diverses rationalités présentes dans cette dynamique sociale. Donc on n'est pas du tout dans une sorte de refus de la légitimité du discours scientifique, mais on est plutôt dans une dynamique de prise en compte de la complexité des choses. Alors, dans mon point 3, si vous voulez, je fais rapido, j'essaye de mettre en relation ces deux lectures. Donc il me semble que le modèle standard et le modèle standard révisé correspondent assez bien, sur le plan sociologique, correspondent assez bien, me semble-t-il, à l'intuition weberienne du concept de modèle, avec le rapport fait-valeur et la neutralité axiologique. Et me semble-t-il, le modèle de la consultation comme le modèle de la co-construction me paraissent tout à fait compatibles avec la perspective habermasienne. Bien entendu, le modèle de la co-construction est lui, compatible avec la logique postmoderne, mais pas seulement. Je pense que le modèle de la co-construction me paraît parfaitement compatible avec la logique habermasienne. Oui, bon, donc conclusion de ce premier point, si vous voulez, seule chose que je dirais en plus, c'est que chez Kurilski, Vinet, dans leur bouquin sur le principe de précaution, qui comporte toute une réflexion sur l'expertise, il y a des choses intéressantes, si vous voulez, autour de l'idée d'avoir plusieurs cercles d'expertise, et qu'effectivement, il y a une technicité qui demande peut-être un cercle plus restreint, mais que n'empêche, pour élargir la réflexion, avoir un deuxième cercle, si vous voulez, beaucoup plus large, ce serait une piste intéressante. Alors, une chose qui me paraît importante et que vous avez compris, sur laquelle j'insiste, je pense que la logique de la co-construction n'est pas du relativisme. Je pense qu'elle peut s'inscrire dans le paradoxe habermasien, où il y a une science
une neutralité axiologique sur le plan épistémologique qui est compatible avec une dynamique plus complexe, si vous voulez, des relations sciences-société au niveau d'une inscription dans le social. Ça me paraissait intéressant de vous proposer aussi un exposé sur le principe de précaution, hein, qui s'inscrit dans cette veine. Hein, je n'ai pas... Oui, j'aurais pu... Oui, dans la logique de la co-construction, j'ai oublié de le signaler, il y a toute la problématique, si vous voulez, des conférences de citoyens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des conférences de citoyens. J'ai moi-même été associé à ça. Si vous voulez, l'idée, c'est d'une consultation officielle, en choisissant une trentaine de citoyens. Il faut qu'ils soient volontaires, il faut qu'ils soient prêts à mener le cœur. Et puis alors bon, il faut une sorte de comité d'une trentaine de... Et ils travaillent pendant 6 mois pour faire un rapport des citoyens. Bon, c'est une conférence de citoyens, mais un rapport, comment dire, qui n'est pas contraignant sur le plan administratif, mais qui est une manière de dire, voilà, des citoyens qui prennent la peine de réfléchir à cette question, voilà les conclusions qu'ils tirent. Hein. Ça, c'est le principe des conférences de citoyens, et ça a donné des choses intéressantes. Maintenant, c'est un gros investissement pour voir un rapport consultatif en plus. Hein. Donc c'est un peu toute la question. Mais enfin, n'empêche, disons, on est là dans un registre clairement de la co-construction. Le principe de responsabilité. Alors, du principe de responsabilité au principe de précaution. Je ne suis pas spécialiste de Jonas, il y en a peut-être mais j'ai travaillé précisément, Jonas, dans la problématique du principe de responsabilité et voir le lien au principe de précaution. Donc je dis 2 mots sur Jonas parce que je pense que c'est quand même un personnage intéressant sur le plan pour la crise écologique, parce que c'est un gars qui, c'est quelque part quand même son problème. Hein. C'est quelque part son problème. Alors, j'ai laissé tomber toute une partie, métaphysique, et qui pour lui est importante, mais bon, on verra qu'à mon avis, il y a moyen de tirer des choses tout à fait intéressantes, indépendamment de cette métaphysique. Sur place, du point de vue de l'éthique, lui fonde son éthique dans la métaphysique. Je ne suis pas sûr qu'on a besoin de ça pour dire les choses de manière courte. De même, donc même alors c'est le paradoxe, parce qu'il reprend Kant, hein, il reprend les impératifs kantiens, alors que Kant, lui, ne fonde pas son éthique dans la métaphysique, précisément. Donc d'une certaine manière, il y a moyen de reprendre, me semble-t-il, mais ce n'est pas être un jonassien, je ne serais pas un jonassien quand je fais cette présentation, mais il me semble quand même intéressant de montrer comment la réflexion de Jonas sur le principe de responsabilité est explicite, hein, est explicitement plutôt à l'origine, quelque part, du principe de précaution. Hein. Il y a un lien effectif entre le principe de responsabilité de Jonas et, d'autre part, le principe de précaution tel qu'il a été mis en œuvre. Donc, Jonas, c'est l'éthique du futur. Jonas parle des anciens et nouveaux impératifs. Je vous rappelle l'ancien, donc là, c'est l'impératif kantien, quoi. Agis de telle sorte que tu puisses également vouloir que ta maxime devienne loi universelle. C'est pendant des philosophes illustres que vous êtes, je vais commenter cela. Alors lui, il transforme ça, disant, agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Vous verrez quel mot je le pique. C'est-à-dire, on est dans les années 50-60. Jonas, c'est un Allemand, c'est un juif allemand, enfin, qui porte le bon. On ne peut pas dire qu'il était pas du tout, à la différence de Heidegger, il n'était pas du tout du mauvais côté, entre guillemets, mais n'empêche qu'en tant qu'Allemand, il réfléchit, ouais, en tant qu'humain aussi bien entendu d'abord, hein, mais il réfléchit sur les enjeux de la nouvelle technologie. Et précisément, ce qui me frappe, hein, notre thèse est que les nouveaux types et les nouvelles dimensions de l'agir réclament une éthique de la prévision et de la responsabilité qui leur soit commensurable, et qui est aussi nouvelle que le sont les éventualités auxquelles elle a affaire. Or, la technologie du nucléaire, on parle là du militaire, hein, clairement. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité, à partir des années 60, que l'être humain est capable de supprimer, au fond, toute l'humanité. On ne pense sur la vie. C'est une déflagration nucléaire, il risque quand même de rester grand-chose de l'humanité. La vie, probablement que la vie retiendrait le coup, il n'y a pas de problème. Mais on parle d'humanité. Donc il dit, est-ce qu'on ne doit pas, quand on voit que la technologie nous rend capable de faire des choses pareilles, c'est ça sa question, est-ce qu'il ne faut pas une réflexion éthique qui soit à la mesure du danger?
Est-ce qu'on peut se contenter de l'ancien paradigme éthique? Est-ce qu'il ne faut pas, si vous voulez, imaginer, ça c'est sa thèse, et qu'il ne faut pas imaginer des critères éthiques qui soient à la hauteur du danger, entre guillemets, une méthodologie éthique qui soit à la hauteur du danger. Or, le danger, c'est pas être catastrophiste. Vous savez comme moi que les humains ont de quoi foutre en l'air, ou 15 fois de quoi, ou je sais combien de fois, la potentialité, en termes de potentialité énergétique, de foutre en l'air l'avenir de l'humanité. Et alors, son exemple, c'est l'énergie nucléaire en termes militaires, mais son exemple, c'est aussi la problématique du vivant, que ce soit la prolongation de la vie, que le contrôle du comportement, la manipulation génétique. Bon, l'humain a un pouvoir qu'il n'a jamais eu. Et on ne peut pas se contenter des anciens critères éthiques. Et alors c'est pour ça, je ne dis pas que je suis d'accord avec Jonas, mais je trouve qu'il y a une belle cohérence de son propos. Il dit au fond, quand on est dans un registre où l'enjeu est l'avenir de l'humanité, et c'est neuf, c'est possible depuis la fin de la guerre de 40, d'accord? Lorsqu'on est dans un registre où l'enjeu est l'avenir de l'humanité, il nous faut une méthodologie de réflexion différente. Et alors, il parle du tu ne tueras point. Il y a un film d'ailleurs, je vous conforme, c'est très américain, vous avez été voir ce film, c'est un premier injecteur de conscience de la guerre. C'est un gars qui, après Pearl Harbor, s'est engagé, mais comme il était adventiste, il s'était engagé à ne pas toucher un fusil. Donc il s'est engagé à l'armée en refusant de toucher un fusil pour devenir brancardier. Mais seulement si vous voulez devenir brancardier, il y a d'abord la formation de tous les militaires, et par conséquent, vous devez toucher un fusil. Et il refusait de toucher un fusil. Alors c'est toute l'histoire de ce mec, mais c'est le tu ne tueras point. Mais c'est intéressant sur le plan linguistique. L'éthique s'articule souvent en termes négatifs. Tu ne tueras point. Alors il y a aussi tu aimeras, mais il y a aussi tu ne tueras point. Donc le négatif, quelque part, est une sorte de manière de ménager toute une... Paradoxalement, en dehors de ce fait-là, ça laisse le champ libre. Donc, on dit d'une certaine manière, on est dans le négatif. Donc, deux obligations de l'éthique de l'avenir. Se procurer une idée des effets lointains et mobilisation du sentiment adéquat ou représenté. Bon, ça veut dire quoi? D'une certaine manière, et c'est ce qui dit par la suite, si vous voulez, en fonction de ça, si vous voulez, il pose une nouvelle méthodologie de réflexion éthique. Il dit d'une certaine manière, il faut un nouveau principe. Il faut davantage prêter l'oreille à la prophétie de malheur qu'à la prophétie de bonheur. Alors, là, il se coule quasi, en termes d'image, on pourrait dire, et d'ailleurs, je suppose que vous avez vu que non, halte à la peur, enfin bref, il y a eu tout de suite des braquages en se disant, voilà, il joue sur la peur est mauvaise conseillère. Vous savez comme moi, la peur est mauvaise. L'idée de Hans Jonas n'est pas du tout ça. C'est une posture strictement rationnelle. L'idée de Hans Jonas, c'est de dire, si l'avenir de l'humanité est en jeu, avant de prendre une décision, il faut évoquer l'hypothèse la plus pessimiste. Plutôt que miser sur de 99 chances sur 100 que ça se marche bien. Mais écoutez, vous prenez l'avion. Parce que vous prenez l'avion, vous prenez un risque. Chacun sait quand il prend l'avion qu'il risque de se casser la vie. Moi, je prends la voiture, les risques sont tout aussi élevés que si je prenais l'avion. Donc chaque fois que je prends la voiture, dans mon imaginaire, j'intègre le fait qu'il est possible que je ne revienne pas. Voilà. Je n'ai pas l'impression d'être un anxieux, j'ai l'impression d'être tout simplement assez lucide, de plus savoir vivre avec ça. Bon. Autrement dit, on ne sait pas vivre sans risque. Mais le risque que tu prends quand tu prends ta bagnole, tu prends le risque qui te concerne toi, c'est sans doute important pour toi, peut-être sur tes proches, enfin ça ne concerne pas l'avenir de l'humanité, d'accord? Autrement dit Jonas, les risques que vous prenez dans votre vie quotidienne sont incommensurables par rapport à des risques qui sont liés à la nouvelle technologie. Puisque c'est l'avenir de l'humanité. Avec l'avenir de l'humanité, on doit prendre des risques en réfléchissant autrement. Et réfléchir autrement, c'est dire, même s'il y a une chance sur 1000 que l'humanité y reste, puisque c'est l'humanité qui risque d'y rester, qui va prendre un risque pareil? S'il y a une chance sur 1000 que vous y restiez, c'est évident. Tout le monde prendra le risque, s'il y a une chance sur 1000, enfin tout le monde, c'est rien. Enfin disons grosso modo, il y a plein de comportements que l'on a qui sont risqués à plus qu'une chance sur 1000, et on n'en fait pas un problème. On n'engage pas l'humanité.
quand on engage l'avenir de l'humanité, la question du risque se pose en des termes tout à fait concrets. Jamais l'existence ou l'essence de l'homme dans son intégralité ne doit être mis en jeu dans le pari de l'agir. C'est ça sa thèse. Dans l'optique d'une telle responsabilité, la circonspection, qui autrement n'est qu'une affaire de la peu près circonstanciée, devient le noyau de la génétique. Si le véritable enjeu, c'est l'avenir de l'humanité, ben, on ne rigole pas à coup de statistiques. En tout cas, ça change complètement la donne. Et dans ce sens-là, l'hypothèse la plus pessimiste doit être prise en compte. Ce n'est pas jouer sur la peur des gens, c'est de manière rationnelle se donner des critères d'action. Je vous signale, quel est l'argument? Fukushima a pété. Quel est l'argument? Ben, on n'a jamais vu un tsunami pareil. Le jamais vu, ça existe. Donc, à la limite, si vous voulez, l'argument d'Anziona, j'ai été une fois invité à un débat sur le pré-Fukushima. C'est-à-dire l'hypothèse la plus pessimiste. Bah oui, vous ne prenez pas l'hypothèse la plus pessimiste. Alors, la probabilité est infime. Oui. Il y a des risques qu'on peut prendre, même si on engage 100 personnes. Mais quand on engage. Un nuage radioactif, heureusement qu'il n'est pas venu sur Tokyo. La technologie du nucléaire a été sauvée par la météo à Fukushima. S'il y avait eu un vent du Nord, avec le nuage radioactif sur Tokyo. Donc, vous voyez, c'est là toute la question. Donc, il me semble important de percevoir la pertinence. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est un autre type de problème, mais je trouve qu'il y a là une intuition qui paraît intéressante. Alors, ici, si vous voulez, il y a l'obligation avec les enfants, à l'égard des enfants, qui est pour lui le fondement d'éthique du futur. Hein? L'obligation, l'archétype de tout agir responsable qui, heureusement, n'a pas besoin d'une déduction à partir d'un principe. Que la nature nous a puissamment implanté. Et c'est en cela, alors, c'est lui qui fonde une éthique dans une sorte de métaphysique. Il dit, au fond, il n'y a pas besoin de raisonnement pour dire que les adultes sont responsables des enfants. Voilà. C'est une sorte d'évidence partagée par l'ensemble de l'humanité. Donc, quelque part, c'est un concept de nature. Hein, c'est une sorte d'affirmation métaphysique. On n'a pas à argumenter ça. Voilà. C'est un fait. Donc, si c'est un fait, on est dans la métaphysique. Et c'est un fait métaphysique qui fonde l'éthique du futur. Parce que si c'est un fait métaphysique, que tout être humain est responsable de ses enfants, ça veut dire qu'on doit gérer l'écosystème actuel en tenant en compte des générations futures. C'est pourquoi l'impératif que soit l'humanité le premier, dans la mesure où il s'agit seulement de l'homme. Bon, j'accélère un tout petit peu. Hein. Alors, le principe de précaution, si vous voulez, donc, Jan Jonas, donc c'est les années 60-70, traduction française, anglaise et compagnie, il faut le temps que ça... Hein. Puis alors, ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, le principe de précaution est issu... la première fois qu'on fait allusion à ça, c'est de manière officielle, je parle dans un texte à portée juridique, c'est en 1987, de la déclaration ministérielle de la deuxième conférence internationale sur la protection de la mer du Nord. Le texte dit ceci: une approche de précaution s'impose, afin de protéger la mer du Nord des effets dommageables éventuels des substances les plus dangereuses. Elle peut requérir l'adoption de mesures de contrôle des émissions de ces substances, avant même qu'un lien de cause à effet soit formellement établi sur le plan scientifique. C'est quoi le principe de précaution? Hein? C'est se dire, vous savez, montrer, d'ailleurs, prenez l'exemple même de l'amiante, hein? Montrer qu'un produit a un impact cancérigène, et le prouver de manière scientifique, de manière incontestable, quand vous avez des fibres qui prennent... enfin, ça dépend un peu enfin, ça peut avoir... Un cancer, ça peut avoir un temps de latence de 20 ans, et comment vous construisez les choses, comment... Donc, vous voyez, ça prend du temps. J'ai envie de dire que la conviction des scientifiques, hein, que, par exemple, les fibres d'amiante étaient cancérigènes, précédait l'argument décisif final. Donc, parce que ça prend du temps. Bon, l'idée du principe de précaution, c'est de se dire, quand on soupçonne qu'il y a un problème, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de le montrer, eh bien, légalement, on peut agir comme si on l'avait démontré. Mais on attend de le démontrer. On ne dit pas qu'on arrête, tout. On dit tout simplement, on peut anticiper les conclusions si on perçoit qu'il y a un problème grave. C'est ça le principe de précaution.
Est-ce qu'on bazarde les éléments radioactifs dans la mer du Nord? C'est ce qui a été fait dans les années 70. Est-ce qu'il faut attendre que l'on montre explicitement que peut-être bien qu'on peut anticiper, se dire qu'effectivement il y a des problèmes. Là, on n'est même plus dans la précaution. Mais peu importe. C'est ça l'idée. Il faut voir c'est quoi l'idée du principe de précaution. Et alors précisément, la France a inscrit ça dans sa législation de manière... il s'agit du principe sur lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. Donc, si vous voulez, c'est un bel exemple d'une intégration, si vous voulez, d'une intégration dans un... Je souligne quelques enjeux. Et ça me paraît vraiment important parce qu'il y a des confusions complètes au niveau... Le principe de précaution n'est pas une abstention. Olivier Goddard est un des gars qui a beaucoup travaillé. C'est un ingénieur, c'est un ingénieur qui a fait aussi de la sociologie. Et donc, il a beaucoup travaillé sur le principe de précaution. Pas de risque, c'est pas du tout une recherche de risque zéro. C'est tout simplement une transformation des relations en sciences et décisions. L'idée, c'est tout simplement, c'est la prise en charge précoce, graduelle, mais réversible des risques. Si on doit attendre qu'un risque soit établi de manière absolue, on perd un temps fou en termes de santé publique. Donc c'est un processus d'anticipation, mais qui pousse à continuer la recherche et à le montrer. Et si jamais on montre qu'on s'est trompé, qu'on croyait qu'il y avait un risque et qu'il n'y en a pas, alors bien entendu, les choses se rouvrent. Donc c'est une sorte de posture d'attente dans une dynamique de recherche que l'on continue à valoriser. Ça, c'est l'idée du principe de précaution. Et alors, Philippe Kouristi, dont je vous parlais tout à l'heure, articule du prévention et précaution et expertise, et il parle d'une expertise pluridisciplinaire et contradictoire, et avec l'importance des opinions minoritaires et de ce qui s'ensuit. Dernière petite remarque, et puis je m'arrêterai là. Enfin, je mêle l'historique et le théorique là. Je vais presque envie de dire le principe de précaution a été pris vraiment au sérieux qu'en Europe. Il a été pris vraiment au sérieux en Europe, et d'ailleurs c'est en fonction de ce principe de précaution que beaucoup d'associations, européennes ont fait campagne contre les OGM, de telle sorte que l'opinion publique européenne est largement opposée aux OGM. Enfin, ça à discuter tous les trucs, je ne vais pas prendre... Mais n'empêche que le fait que l'opinion publique européenne soit opposée aux OGM fait en sorte que le Parlement, comme relais, a marqué cette opposition, et que même au niveau la Commission a toujours eu une position, la position est très clairement pour, mais n'ose pas aller à l'encontre enfin bref, il y a toute une... C'est assez complexe comme type de relation. Toujours est-il, si vous voulez, que le principe de précaution a eu un impact quasi traumatisant sur la Commission et sur les gens au niveau européen. Pourquoi? Écoutez, dans le principe de précaution, qui c'est qui donne son avis? C'est la population, c'est le politique qui décide. Et la position de l'opinion publique européenne sur les OGM a été interprétée en termes de position irrationnelle. De position irrationnelle. Bon, je ne peux pas rentrer dans toutes les phrases. Mais toujours est-il, si vous voulez, que le principe de précaution perd de son influence. Pourquoi? Mais parce qu'on a évoqué un autre principe, qui est le principe de l'innovation responsable. Alors, qui c'est qui décide? C'est quoi l'innovation responsable? C'est que l'innovateur, c'est de la responsabilité de l'innovateur de réfléchir à l'impact social de ce qu'il fait. Alors, des innovateurs qui risquent d'aller à l'encontre de leur propre intérêt en fonction de l'impact social. Donc, pour dire les choses autrement, on pousse le principe de l'innovation responsable pour quelque part neutraliser le principe de précaution. On est véritablement là dans une logique de déplacement. On a fait un numéro d'Arvin Nouvelle sur ce genre de questions avec un collègue de Liège. Conclusion. Donc, si vous voulez, il me semble pour ma part que je rappelle un peu ce schéma qui faisait la conclusion de ma première partie. Mais dans ma deuxième partie, il me semble, si vous voulez, que la logique de la précaution s'inscrit très très bien dans la logique des modèles de la co-construction
en lien avec Habermas, je vois que je vais inverser les trucs. Ah oui, non, c'est juste la tour 3 et Habermas sur 4. Donc, si vous voulez, la problématique, quelque part, de la précaution, part de l'a priori que la population peut aussi avoir quelque chose à dire. Si vous voulez, cette perception de l'impact sur l'avenir, on est dans un registre à la fois technique et dans un registre imaginaire, dans un registre aussi de trouver des solutions. Autrement dit, la problématique de la précaution me paraît relever du modèle de la co-construction dans une perspective habermasienne, alors que l'innovation responsable telle qu'elle est en train d'être poussée actuellement me paraît un retour au modèle standard au pluriel, qu'ils soient les anciens ou les nouveaux. Je vous remercie. Des questions, réactions? J'ai une question, réaction, mais tu vas m'expliquer les choses sur le principe de précaution, c'est des choses que je n'ai jamais compris, le principe de précaution. Donc, le principe de précaution, c'est s'il y a une évaluation raisonnable du risque, on agit avant d'avoir les informations finales, à partir de l'évaluation du risque. Et je vois des contextes très clairs où c'est très clair pour moi. Par exemple, on fait une étude médicale, on a des données partielles, on se dit « Oh, ça a l'air de s'en aller dans une certaine tendance, on va quand même pas empoisonner les champs. » Boum, on arrête. Mais tu vois, dans ces contextes-là, c'est des contextes de, on dit en théorie de la décision, de known unknown. Donc, c'est des contextes où on a une bonne idée, on a déjà un cadre de décision, on a déjà une idée statistique pour avoir une idée du risque. Il y a des cas où le principe de précaution, j'imagine, peut être employé, où on a aucune idée. On a une idée du risque non quantifiable. C'est des inconnus. Si la population se met à paniquer à cause de je ne sais trop quoi, je suis en train de donner du matériel, là. Ou il y a une rumeur, et les gens surévaluent le risque sur quelque chose, est-ce qu'on devrait appliquer le principe de précaution? Alors, a priori, on ne peut pas laisser le principe de précaution dans les mains des scientifiques purement, tu as raison, mais comment on va faire? Parce qu'après tout, c'est juste eux qui ont des théories de la décision formalisées pour évaluer un risque. Oui, mais c'est justement là la difficulté. Comment on va faire? J'essaie de répondre, si vous voulez. C'est justement là la difficulté. Il y a une distinction à faire entre la prévention et la précaution. La prévention, le risque est connu. Enfin, la nature du danger est connue, et la probabilité peut être calculée. Donc ça, c'est de la prévention, c'est pas de la précaution. Et la prévention, bien entendu, est largement utilisée. Même à certains égards, le risque nucléaire, ça me paraît plus relever de la prévention que de la précaution. Donc on est dans la prévention. La question, si tu veux, le principe de précaution, c'est quand tu as des... Enfin, l'idée, hein, quand c'est émergé, c'est que tu as des produits qui, effectivement, peuvent s'avérer... mais on ne sait pas. C'est quand le danger n'est ni identifié formellement, par conséquent, encore moins quantifiable. Donc, dans le discours sur la précaution, l'idée est de se dire, on soupçonne qu'il y a danger, donc tu ne veux pas dire, on ne va pas faire ça parce que, hein, mais si tu soupçonnes qu'il y a danger, la difficulté de la quantification, la difficulté de et le temps que ça prend, et même la précision du danger est quelque chose de... Donc, il faut bien voir que la précaution se distingue de la prévention. Okay. Et le schéma classique de la prise de décision, c'est la prévention. Okay. Parce que là, tu as des dangers connus, tu prends des risques qui sont calculés. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins il y a une méthodologie, qui est partie. Et alors là, le politique prend 5% de chances que ça pète, ou bien il y en a une, voilà, une sorte d'approche. Il y a certains égards, même quand on prend à chaque opération physiologique, en général, le médecin dit écoutez, vous avez telle probabilité d'avoir tel type d'accident, vous prenez vos risques. Donc là, on est dans la prévention, on n'est pas dans la précaution. La précaution, c'est quelque chose de neuf, tu perçois qu'il pourrait y avoir un problème, mais tu ne sais pas vraiment comment on pourrait le quantifier, sinon en lançant des démarches plus... Bon, dans ce sens-là, l'hypothèse de l'accident écosystémique, hein, l'hypothèse de l'accident écosystémique est souvent dans la logique de la précaution, parce que la complexité des systèmes biologiques sont telles que avant d'expérimenter, tu
sais pas dire, mais tu sais quand même que l'hypothèse d'un accident systémique est possible. Tu as des écosystèmes qui sont foutus en l'air par une nouvelle espèce. Mais tu vois, donc, justement, je te demande de préciser, là, tu es en train juste de bien expliquer quand est-ce qu'il y a un usage non justifié du principe de précaution. Parce que là, la façon que tu expliques ça, étant donné que c'est non quantifiable, non formalisable, et je respecte ça tout à fait, on devrait l'appliquer tout le temps. C'est une des difficultés. Donc, je pense que tu as raison, c'est une des difficultés du principe de précaution. C'est qu'à la limite, si tu le prends au pied de la lettre, ben, parce que c'est vrai, quand on a affaire à des systèmes complexes, on devrait toujours... C'est l'absence de certitude. Disons, je pense que l'usage restreint du principe de précaution, c'est quand on a des soupçons argumentés et qu'à la limite, des études sont en cours. Donc ça, effectivement, tu es dans un rue. Mais c'est quand même une nouveauté tout à l'heure. Parce que en logique de prévention, ben, tu ne peux pas prendre en compte des nuisances qui n'ont pas été démontrées. Non, parce qu'il faut bien voir, on est dans un registre, le secteur, l'innovation technologique, on est dans le registre économique, d'accord? Donc les enjeux économiques sont énormes. Donc si tu veux, d'ailleurs, prenons l'effet cancérigène du tabac, prends tous des exemples tels que cela. Donc c'est clair, si tu veux, avant le principe de précaution, légalement, on prenait en compte, ne pouvait à certains égards être pris en compte pour aller à l'encontre du développement d'une technologie, que des nuisances effectivement démontrées. Avec le principe de précaution, et c'est l'usage le plus simple, entre guillemets, tu dis, tu as des soupçons, mais ce n'est pas encore démontré, et les procédures de recherche sont actives. Et donc là, c'est une nouveauté quand même tout à fait radicale. Hein. Donc ça, c'est une première. Alors, la deuxième chose, et c'est l'objection, si tu veux, c'est en fonction de ton objection qu'on tend alors à aller à l'encontre de cet usage qu'on aurait tendance à considérer comme raisonnable. Hein. D'une certaine manière, s'il y a un soupçon important, et qu'on n'a pas encore la certitude, disons, avant de mettre ça sur le marché, donc, bon, ça paraît raisonnable. Mais n'empêche, si tu ouvres la porte à effectivement, on n'a plus besoin, alors, hein, l'absence de certitude, donc si tu veux, on n'a plus besoin des certitudes pour poser des objections. Alors c'est là que s'ouvre la porte à entre guillemets, du n'importe quoi, et c'est là qu'il y a une marge d'appréciation de l'utilisation du principe de précaution qui est ouverte. Je dirais ça, c'est ça, mais je dirais pas que c'est du n'importe quoi, c'est juste que si le principe de précaution, à cause que c'est des unknown, donc c'est des inconnus, c'est essayer de tenir compte légalement des inconnus, contrairement aux connus inconnus, qui est la prévention. Ben, moi, c'est exactement le genre de choses en stratégie militaire. Hein. C'est exactement ces termes-là en stratégie militaire, les connus inconnus et les inconnus, en théorie de la décision militaire. Mais devrait-on pas le renforcer encore, plutôt que de dire un soupçon, dire on va toujours l'appliquer par défaut, parce qu'on est dans des sociétés où on en a marre des catastrophes. Bon, après j'entends bien ceux qui vont crier que c'est la fin de l'innovation, mais peut-être que ce serait la façon la plus rationnelle d'appliquer un tel principe, non? C'est dire que moi, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Surtout, et c'est pas par hasard que ça vient en écologie, parce que bon, là, les effets systémiques on sait qu'ils existent, mais par définition, c'est très difficilement anticipable. Hein. Donc, c'est dans cela. Alors, le problème, c'est de trouver un équilibre entre une sorte de posture raisonnable qui fait que l'innovation continue, mais quand même, on intègre un travail a priori. Mais tu prends ça pour toute nouvelle technologie. Hein. Une des grosses difficultés vient de la division du travail, même à l'intérieur de l'université. Je me souviens on a fait un séminaire sur les nanotechnologies. D'ailleurs, notre truc auquel je fais allusion, c'est sur les nanos. Ben, tu fais venir un grand patron des nanos et il t'explique tout ce qui est possible, etc. Puis tu lui dis, en termes de santé, vous ne croyez pas que ça peut avoir des problèmes? Ben, il dit, c'est possible, moi je n'en sais rien, et c'est pas ma spécialité. mais ça n'empêche que les contrats sont là. Alors la semaine suivante, tu fais venir un toxicologue, et puis tu montes tout. Mais là, t'es quasi à la limite de la prévention, d'ailleurs. T'es à la limite de la prévention. Mais donc là, c'est toute une difficulté, aussi organisationnelle.
Ah, pardon. Oui, allez-y. Merci. Après, Louis, Je voudrais revenir un peu sur le principe des précautions. Il y a un livre de 2012 de Grison, je ne sais plus, c'est Daniel ou David, mais là, qu'est-ce que le principe des précautions? Mais si, ici, il remonte un peu aux ancêtres, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a Aristote qui l'évoque avec la vertu de prudence et la sagesse pratique. Je ne sais pas si tu as essayé un peu de faire un lien avec Aristote et l'Antiquité. Et si, alors je me dis dans la posture du scientifique, est-ce qu'il intègre la dimension aussi non simplement du savoir dont on n'est pas encore assez sûr, mais la dimension de la prudence, de la sagesse, comme être humain dans le cadre de son travail. Moi je pense qu'on est dans une dynamique où il y a une... tous les exemples sont là, tu prends les objets, tu prends les nanos, tu prends... Bon, on est dans une perspective d'une maîtrise de la nature, hein, d'une maîtrise, on est clairement dans cette logique strictement... Et où la dimension éthique est une dimension importante, mais où à certains égards, je ne suis pas sûr que les scientifiques qui produisent se sentent dans une situation de responsabilité par rapport à ça. La responsabilité éthique, elle est sociale. Hein, la responsabilité éthique, elle est sociale. Et à certains égards, elle est diluée. Scientifique, si je prends cet exemple là tout à l'heure, c'est pas une manière de jeter la pierre, c'est une manière de... Les gars, bon, c'est des patrons de labo qui boulotent comme des fous et qui en plus, c'est passionnant. Enfin, bon, mettre au point des nouvelles technologies, que ce soit pour les nanos, ça va depuis dans les pneus ou même dans les imperméabilisants pour les chaussures, enfin, tous les trucs pareils. Ça a une efficacité absolument prodigieuse. Donc, je pense que quelque part, il y a aussi un aspect institutionnel de dilution des responsabilités et d'absence d'une prise en compte sérieuse de certaines questions. Je veux bien faire le lien avec Aristote, avec la prudence. Enfin, la prudence et la précaution, c'est encore quelque chose de très différent. On est quand même dans des sociétés, et c'est en cela que je trouve qu'Hans Jonas a quelque chose, a une intuition intéressante. On est dans des sociétés où les questions éthiques se posent avec une acuité et où les enjeux sont incommensurables par rapport à la technologie qu'avait Aristote. Alors, il n'y a pas que la technologie, d'accord, mais n'empêche, on est dans une société où la technologie apparaît comme quelque chose qui améliore, historiquement, hein, ça participe du concept de progrès qui améliore la condition humaine, mais qui d'autre part a aussi des potentialités telles qui peut conduire à des accidents majeurs. Donc je trouve cette intuition de Habermas de dire il nous faut quand même une réflexion nouvelle, une méthodologie nouvelle pour penser le risque par exemple, qu'on ne faisait avant, je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Oui, moi aussi, c'est peut-être plutôt un commentaire, une ouverture. Tu as fait le constat que je partage, que la liberté académique, aujourd'hui, faisait qu'on était beaucoup au service de l'économie, et que donc le capitalisme récupérait la technique pour sa réalisation. Et tu as dit le capitalisme n'a pas besoin d'idéologie parce qu'il est efficace. Et là, mon interrogation commence à s'ouvrir. D'abord, on ne dit pas explicitement il est efficace. Pourquoi, dans quel objectif, dans quel but, ni pour qui, pour quel individu. Mais on peut comprendre que jusqu'à présent, il est efficace dans le sens où son objectif est d'augmenter le bien-être pour qui? Pour tout le monde. Et donc, compris comme ça, on peut dire, ok, la liberté académique emmène les académiques à collaborer avec l'industrie pour augmenter le bien-être de tout le monde. Donc, ça paraît éthiquement très assez solide. Si maintenant on regarde ce qui a été dit déjà depuis plusieurs fois au GRIF de manière insistante, le capitalisme a été efficace parce qu'il a permis une croissance
économique la plus rapide possible grâce à la mise en œuvre d'une quantité croissante d'énergie. Sans la quantité croissante d'énergie, il n'y a pas de production croissante. Ça a été dit et souligné à plusieurs reprises, notamment par Gaël Giraud. Or, nous sommes aujourd'hui, dans les années où nous sommes, à un tournant où la croissance de la disponibilité d'énergie n'existe plus, n'est plus possible. Par conséquent, il n'y a plus possibilité de croissance pour tous et se repose la question alors pour qui? Et on voit bien dans les élections aux États-Unis et ailleurs que un nombre croissant de gens ne s'y retrouvent plus. Pour eux, les choses se dégradent et on ne retrouvera plus cette situation. Et donc, je remets tricote en arrière maintenant, ça veut dire que la liberté académique, en fait, n'est plus du tout neutre si, pour l'essentiel, elle est en collaboration avec le système qui n'est plus au service de tous, mais de certains et contre d'autres. Et donc, toute une partie de la population va se retourner contre cela, contre la liberté académique, et contre le travail académique, et contre le travail scientifique, puisqu'elle n'en bénéficie plus. C'est ça mon interrogation. Je ne sais pas si... Oui, il faut bien voir aussi le statut de la position d'Habermas, c'est de dire historiquement, d'une certaine manière, le capitalisme s'est imposé sans avoir besoin d'une grande idéologie. Si vous prenez, prends là, je ne suis pas en train de justifier le capitalisme, mais si tu vois un peu là, prends la mondialisation. La mondialisation est en train de faire ce que la colonisation n'a pas réussi à faire, à imposer. Ça joue le rôle d'un rouleau compresseur de la diversité culturelle, la mondialisation. Donc là, tu as un phénomène à la fois économique, mais aussi d'une technologie qui s'impose à tous. C'est ça que montre Habermas. Et pas du tout en se réjouissant. C'est une analyse, sur le plan idéologique, et quand tu soulignes cet aspect-là, c'est pour dire, soyons attentifs à ça et prenons. En tout cas, ça vaut la peine de poser. Donc ça ne va pas du tout à l'encontre de ce que tu disais. Mais veut dire, moi, ce qui m'a frappé dans son texte, c'est un texte qui date des années 60, si mes souvenirs sont bons. La mondialisation date des années 80. Cette anticipation, je veux dire, cette anticipation il ne parle pas de mondialisation, mais il a un regard anticipant sur la force de l'alliance de fait des forces économiques et des forces technoscientifiques qui jouent alors comme un rouleau compresseur de tout ce qui n'est pas elle. Et je veux dire, la mondialisation, c'est vraiment ça qui est en train de se faire. Et quelles sont les cultures qui résistent à la mondialisation? Il n'y en a pas beaucoup. Sur le plan culturel, on ne peut pas dire que la Chine résiste à la mondialisation. Le monde arabe, précisément, est un monde qui essaye de maintenir sa force en termes culturels. Mais donc, c'est tout le rapport à la culture. Mais en termes donc, dans ce qui me frappe dans la posture habermasienne, c'est à la fois cette forme de lucidité qui est quand même très critique sur les alliances de fait des forces économiques et des forces scientifiques, même si ça peut être contesté, des gens. Mais globalement, il y a quand même là quelque chose qui est lucidement vu, et de montrer que ce n'est pas une fatalité. Parce que précisément, ce n'est pas une fatalité, parce que sur le plan épistémologique, gardant l'idée d'un discours épistémologiquement potentiellement neutre sur le plan axiologique, et je vois que c'est comme ça que ça fonctionne, le GIEC, ça me paraît très clairement une instance de scientifiques qui s'articule à la science en tant que telle pour avoir un impact précisément de dénonciation des méfaits du capitalisme. Mais ce n'est pas du tout une posture politique, c'est une posture scientifique. Donc, mais qui s'articule quand même. Bon, mais donc je le dis, en tout cas, le modèle épistémologique de Habermas me paraît te permettre de comprendre à la fois la force de la science et d'autre part cet effet pervers, enfin je ne sais pas si c'est pervers, ces situations de fait ou une alliance de fait entre la science et les forces économiques de notre société. Ça paraît souvent contradictoire. Ceux qui défendent l'un ne défendent souvent pas l'autre. Et bien moi je trouve que c'est une posture qui me paraît fort intéressante. C'est une posture paradoxale qui me paraît fort intéressante. Parce que
ça permet de rendre compte de toute une série de phénomènes. Je veux dire, la vache folle, c'est un exemple qui me paraît très... Une fois que les scientifiques sont d'accord sur un point, je ne vois pas qui résiste. Pour la vache folle, c'est très clair. Mais là, le point est intéressant, mais c'est plus sur ce point-là qu'on veut t'entendre, c'est que cette alliance de fait, qu'Habermas a bien identifié, quand on y réfléchit un peu, on se dit, ça servait les deux intérêts, quoi. Ça veut dire que du côté des scientifiques, on a besoin de liberté maximum, argent public, et la plupart des scientifiques du 17e, 18e étaient des idéalistes qui voulaient le bien de l'humanité. Si tu lis les textes fondateurs de l'Académie royale des sciences, de la Royal Society, ils ne sont pas là pour faire de la science pure, ils sont là pour sauver l'humanité. Même la Philosophy of Science Association, son texte fondateur, c'est la philo des sciences est là pour sauver l'humanité et aider à la société. Ben, c'est Merton, hein? Exactement. Et on avait cette espèce de synergie apparente entre démocratie, capitalisme, science. Mais si la situation change et là, on n'a plus d'intérêt commun, aurait-on, nous, en tant que scientifiques ou universitaires, intérêt à sortir du deal, même si le deal, historiquement, a existé et était une convergence d'intérêts? L'intérêt commun, l'intérêt des scientifiques qui crèvent les yeux, parce que ce phénomène s'est généralisé à partir des années 70. Si tu tant que l'État mettait une part importante de son budget dans la recherche scientifique, le scientifique, pourquoi veux-tu qu'il aille demander? Au début que j'étais à l'université, c'était exceptionnel, et c'était même mal vu. C'était mal vu qu'un laboratoire ait un contrat avec le privé. Par contre, à partir du moment où et c'est l'université, d'une part, il y a un moins de budget réservé à la recherche au niveau étatique, et alors d'autre part, bon, les scientifiques n'avaient pas le choix. Et donc, la plupart des labos actuellement ne savent pas vivre sans des contrats, soit avec le privé, soit avec des instances européennes ou des choses comme ça, mais toujours été des instances politiques. Hein, je veux dire, donc on est dans... C'est un phénomène... Il y a plusieurs historiques à faire, mais si tu vois la vie universitaire, c'est relativement récent, c'est une quarantaine d'années, c'est les années 70 qui est véritablement le démarrage, mais qui est lié à une diminution des budgets alloués à la recherche dans les démocraties occidentales. Donc tu dis quand il y a un intérêt évident, les labos ne savent plus vivre sans le secteur privé à certains égards. Donc, bien entendu, et assez légitimement, le secteur privé finance la recherche qui l'intéresse. Hein? Donc c'est là tout le problème. Et donc ça peut être conçu comme une bonne logique de participation, et comme une bonne logique. Et donc il y a des aspects très positifs à ça. Mais il y a aussi des aspects qui sont quand même très nettement marqués aussi. C'est que quand tu es financé par une instance, tu perds de ta liberté de parole, de critique par rapport à cette instance. Ça paraît quand même assez clair. Mais il y a un aspect... Si c'est un follow, tu peux continuer sur ça. Il y a un aspect sur cette alliance que tu dis, il y a certains avantages, etc., et on peut discuter là-dessus. Mais dans l'idée d'Habermas, il y avait aussi l'idée qu'il y a eu un partage d'autorité entre la science et le capitalisme. C'est-à-dire que la société démocratique a retiré du prestige parce que la science était vue comme non politique. Donc, quand tu référais à la science, tu avais toujours l'air de référer une autorité qui n'était pas teintée par la religion, par l'idéologie, par machin. Et donc, ça servait un peu aussi le monde du capital d'avoir cette autorité qui se transférait à eux. Mais là, à cause qu'eux ont comme brûlé leur capital d'autorité, là, ça revient contre nous, contre les universitaires. Et c'est vrai que les scientifiques, à cause de ces apparences de conflit d'intérêts, je dis apparence parce qu'après, il faut voir si c'est des vrais conflits, ça c'est des cas par cas, c'est de l'analyse empirique, ont plus la crédibilité qu'ils avaient, les rapports du GIEC, etc. Puis il y a un monde qui croit ça, c'est surprenant à quel point ils sont brûlés. À quel point l'autorité de la science est brûlée dans notre société. Oui, non mais je suis déprimé. Non mais je veux dire, oui, je te suis complètement. C'est clair que la science, c'est le win-win ce genre de truc. C'est clair que les forces économiques, en ayant la science, bon, d'une part technique, parce qu'on est aussi dans la technique qui permet de faire des choses, mais d'autre part, le concept d'objectivité. Moi, ça me frappe très fort, j'ai travaillé beaucoup sur l'objectivité quand j'étais au début de ma vie professionnelle. Hein. La manière, quand on entend un politicien, parce que le mot d'objectivité est utilisé là, objectivement,
Ben, quand tu entends le mot objectivité, tu te dis qu'il va sortir une sacrée salade. Parce qu'il a besoin de... S'il était sûr de son coup, il dirait objectivement. Et la manière dont le concept d'objectivité est utilisé pour faire passer de l'imbuvable. Hein. Mais c'est exactement... Donc tu vois, c'est ça, effectivement, quand tu as la science de ton côté, c'est pour ça que, pour les OGM, ils t'ont envoyé un docteur de je ne sais tout quoi, mais il est porte-parole d'eux. C'est donc ça la dualité de discours que souligne la sociologie des sciences. Maintenant, la perte de crédibilité, entre guillemets, ou d'image de la science, moi je trouve que c'est beaucoup plus complexe. Ça rejoint tout, enfin il faut que ce soit un autre sujet, hein. Moi ce que je trouve, ça rejoint toute la problématique de la crise de la modernité. Bon, le concept de progrès, c'est très frappant. J'étais justement à Paris dans un débat, là, et je ne me souviens plus de son nom, c'est un physicien qui disait, tiens, pour la première fois, maintenant les politiciens n'osent plus prononcer le mot progrès. La science et le progrès étaient vraiment associés. Donc c'est le projet moderne qui est quelque part en panne pour le moment, en panne de crédibilité. Je crois que ce n'est pas la science, c'est le projet moderne. C'est le projet c'est le concept d'un progrès indéfini grâce à la science et à l'économie. Voilà. Depuis 30 ans, est-ce que notre société est plus avancée qu'il y a 20 ans? Sur certains points, c'est évident que oui. Mais n'empêche, tu sens quand même qu'il y a une sorte de remise en cause du concept de progrès. Alors là, c'est tout le débat autour de la modernité, de la postmodernité, et de ce que j'appellerais une modernité critique. Je pense qu'il y a une modification du rapport au progrès. Et la science participe de ça. Parce que la science est vraiment brûlée avec le concept de progrès moderne. La science était le salut, pour dire les choses autrement. En termes plus... La science, au XVIIIe siècle, c'était le salut de l'humanité. Après la fin du XXe siècle, tu te dis, bon, il y a quand même eu Hiroshima, et puis tu as eu le fait nucléaire militaire, et puis tu as quand même eu des effets pervers du développement technologique et de problématiques écologiques. Donc dans ce sens-là, au-delà même des aspects sociaux, et tu as des aspects sociétaux. La crise écologique participe, me semble-t-il, de la problématique de la crise du projet moderne. Ouais, je vois quand même une contrainte dans ces principes qui arrivent tout au fond, qui apparemment a suscité l'attention des personnes. C'est que, apparemment, c'est un principe qui n'évalue rien de façon quantitative, qui ne prend en compte que du doute et des soupçons, sauf les coûts. Parce que, à la fin, c'est clairement dit un coût économiquement acceptable qui entre en compte. Alors, je ne sais pas ce que c'est un coût économiquement acceptable, et j'imagine qu'il y a pas mal de flou là-dedans, mais je voudrais bien savoir comment ça se fait qu'un procès de décision qui relève d'une critique de la société capitaliste et des problèmes auxquels ça amène, estime qu'on peut se passer de la crédibilité de tout le monde, sauf celle des évaluateurs des coûts, parce que celle-là, elle doit rentrer même dans ces principes-là. Comment on est arrivé à un truc dont la seule exception, c'est les coûts économiquement acceptables? Oui, non, mais ça crève les yeux, non, je veux dire. En plus, ça a été très discuté. Écoute, c'est la première version, c'est parce que c'est un projet de loi. Donc un projet de loi fait partie d'une négociation, fait partie des trucs. La première version ne comprenait pas ça. Et donc, il y a eu des lobbies très forts pour qu'on mette au moins la contrainte économique parce que la contrainte économique est un incontournable dans notre fonctionnement sociétal. Mais quand on dit que c'est un principe anticapitaliste, moi je ne pense pas que c'est un principe, pas du tout un principe anticapitaliste, enfin pas du tout entre guillemets, c'est un principe qui n'est ni communiste ni capitaliste. Ce serait aussi intéressant de voir la place de la technologie dans les sociétés communistes. Hein, quand on dit il y a eu une association aussi quand même de fait, il y a eu aussi une alliance de la science et du pouvoir dans le régime communiste aussi. Hein. Donc je veux dire, ce n'est pas inhérent à la science d'être associé. Donc bien, la science, effectivement, je veux dire, c'est plutôt le pouvoir. Dans toutes les sociétés, le pouvoir utilise la science. Donc, je pense que, autrement dit, c'est pas dans les gènes de la science d'être associé avec le capitalisme. Donc, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc, le principe de précaution ne me paraît pas, moi, une sorte de principe anticapitaliste. Non, c'est un principe qui porte sur à quelles conditions introduit-on une innovation technologique dans un système social. Alors bon, si on n'a pas de raison particulière de craindre certaines choses,
D'autre part, alors si on a des raisons qui sont démontrées, la question ne se pose pas. La question se pose dans l'entre-deux. Et elle se pose dans l'entre-deux, et c'est en ça que ça rejoint le principe de responsabilité. C'était pas neuf, on dirait que c'est pas neuf, ça a toujours été comme ça une innovation technologique. Alors, tu sais que, d'ailleurs, c'est le discours classique, si tu veux, l'innovation technologique, les chemins de fer, et ben dans les campagnes, les curés criaient, parlaient du cheval du diable, enfin, je veux dire, tu as toujours eu une réaction contre le progrès. D'accord. Mais Actionnaire dit, oui, c'est vrai que c'est une réaction qui était stupide. Mais quelles étaient les conséquences? Bon, maintenant, ici, quand on joue avec des technologies qui sont capables des conséquences technologiques peuvent rendre complètement inhabitables des pays entiers, par exemple, admettre que ça demande une autre stratégie de réflexion. Et alors l'idée, c'est de se dire, bon, dans l'entre-deux, la prévention, on connaît, on maîtrise le sujet. Mais dans l'entre-deux, quand on pense qu'il y a un danger, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de le démontrer, il faut une loi. Voilà. Et si tu n'as pas de loi, c'est la prévention classique. Si tu n'as pas de loi, ton soupçon d'un problème, tu peux t'asseoir dessus. Je veux dire, tu ne vas pas empêcher des gens qui ont fait tout un investissement pour une technologie, tu ne vas pas empêcher de mettre en œuvre une technologie si tu n'as pas de certitude qu'elle est nuisible. Ça, c'est la prévention. Et bien, dans la précaution, si de manière anticipée, on se dit qu'il est très probable qu'elle soit nuisible, même si on n'a pas encore la certitude, on peut faire comme ça. C'est ça la précaution. Et alors, précisément, tu penses, imagine, comme c'est un projet, comme c'est une loi, c'est le texte de la loi. Hein? Donc, mais une loi est le fruit d'un compromis, et bien entendu, il y a eu un lobby économique qui a mis tout le paquet pour la première version, qu'on portait pas ça, pour te rassurer. Je ne sais pas si tu te rassures, mais enfin, c'est comme ça. C'est ça, les rassures. Non, mais enfin, c'est bien vu, sur ce plan-là, disons. Mais bon, voilà, c'est le produit d'un compromis politique. Hein. Je reviens sur Habermas, c'est ton sujet. Je pense qu'il y a un enjeu démocratique intéressant déjà dans le livre que vous avez évoqué, La technique et la science comme idéologie. Tel qu'on verra, il va développer ça dans les années 80 dans la théorie de l'agile communicationnel. En fait, si on comprend bien, c'est face à l'auto-légitimation presque sacrée un peu du capitalisme qui s'appuie sur les progrès de la science et de la technique. Les citoyens sont quasiment presque désarmés pour pouvoir contester les réalisations ou les avancées du capitalisme. C'est ainsi que, en montrant que si les citoyens, comme ici dans la société occidentale, devraient recourir aux arguments scientifiques et technologiques pour pouvoir contester ou se positionner par rapport au capitalisme, ils sont en fait du coup désarmés parce que les arguments qui sont tirés du domaine scientifique et technologique sont assez efficaces pour légitimer le progrès du capitalisme. Alors, ainsi, les citoyens ne peuvent plus recourir il y a d'une part leur volonté et leur perspective d'avenir, moyennant la discussion. Je pense que c'est intéressant, moyennant la discussion, la communication ou la démocratie, quoi. Où on peut évoquer d'autres arguments que des arguments qui sont d'ordre strictement scientifique et technologique. Oui, mais il faut aussi voir concrètement la manière dont les choses se posent. Parce que, en fait, comment se fait une innovation technologique? Comment se fait l'évaluation d'une innovation technologique? Il y a bien entendu des précautions qui sont prises. Mais en dehors de la précaution, l'évaluation, officiellement, c'est le marché. Il y a des technologies nouvelles qui n'ont jamais été adoptées par le marché. Je ne suis pas un grand spécialiste de ce genre de choses, mais il y a des mini-disques, par exemple. Aux États-Unis, dans les années 90, les mini-disques, et de nous, on laissait des disques sur des larges. Parce que ils ont eu un gros impact aux États-Unis, ça n'a jamais marché en Europe, ils n'ont jamais compris pourquoi. Donc, je veux dire, donc le marché est un premier lieu de régulation.
et où le consommateur a une force. Hein, mais ça, c'est dans le discours officiel. Mais d'un autre côté, alors, si tu veux, bon, c'est quand même un aspect des choses qui est non négligeable. Hein, le poids du marché, le marché, alors c'est une force énorme, mais c'est clair qui c'est qui contrôle, alors il y a les organismes consommateurs travaillent quand même depuis tout un temps, enfin, c'est quand même, les organismes consommateurs, c'est aussi des organismes qui contribuent à un jeu démocratique. Mais alors d'un autre côté, et c'est en cela, c'est ici, ça va plus loin, parce que le marché arrive, au fond, à la phase finale. Tandis que la problématique, par exemple, des conférences de citoyens, qui participent alors là de manière plus explicite, hein, de se dire, il y a d'une part, tu peux avoir des questions de principe, mais tu peux aussi même avoir des questions très pratiques. Alors, un champ éolien, les éoliennes, pour ça, c'est intéressant, parce que les éoliennes, c'est une technologie sympathique pour dire les choses un peu simplement, hein, ça participe dans du renouvelable, enfin, n'empêche qu'il y a des nuisances liées aux éoliennes. Hein, je veux dire. Bon, donc je veux dire, mettre un parc éolien quelque part, il y a des enjeux techniques évidents, il faut que ce endroit, il y a beaucoup de vent. Hein. Or, c'est pas donc c'est des analyses techniques de type géographique très élaborées. Et alors, d'autre part, ça fait partie de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, pourquoi telle zone plutôt qu'une autre? Là, on pourrait s'attendre à ce que les citoyens, eux aussi, ils ont d'ailleurs dans les faits, leur moyen on peut pas implanter des choses sans aucune consultation. Donc, l'introduction d'un élément technologique dans un contexte est l'occasion de la mise en œuvre de procédures citoyennes. Et on peut concevoir que dans ces débats-là, le discours citoyen est un discours parmi d'autres, bien entendu. C'est pas du populisme de dire c'est les citoyens décidés, non. Mais n'empêche, tu dois avoir des manières de consulter pour savoir au moins ce qu'ils pensent. Et en plus de manière informée. Et les conférences de citoyens, c'était ça. C'est genre boule hôtel. Hein. Moi, je m'étais invité comme expert à un moment donné dans ce truc. J'ai fait un bazar de 2-3 heures. Ces gens, tous les samedis, pendant plusieurs mois, ils se retrouvaient et entre eux, ils potassaient des dossiers. Donc, c'est une expérience de participation citoyenne qui paraît tout à fait intéressante et tout à fait neuve et qui rejoint l'intuition fondamentale de la démocratie. Parce que, en termes habermasiens, la démocratie repose sur une présupposition de comportement rationnel. Et que tout être humain est un être de raison. C'est pour ça qu'on donne le choix. Je veux dire, la démocratie repose sur la présupposition que tout être humain peut donner son avis. Et alors pourquoi faire en sorte qu'il ne donne son avis qu'une fois tous les 5 ans, alors que sur des questions très précises, peut-être bien qu'il apporterait des choses. Donc c'est ça l'idée de la logique de la conférence citoyenne, qui correspond véritablement à l'intuition fondamentale de la démocratie, qui part de l'a priori que tout être humain est un être de raison. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, je ne vous cache pas, c'est pas du tout le sujet, mais la manière, les élections américaines récentes, me font frémir. Parce qu'elles ont remis en cause. Au fond, quelque part, on est dans une logique où la vérité n'a plus. Je veux dire, de la logique de la rumeur, sciemment mensongère. Mais je dis là, on ne respecte plus on ne respecte pas une des présuppositions fondamentales de la démocratie, qui repose sur l'être humain comme être de raison, avec une recherche de vérité. Donc distiller des rumeurs sciemment mensongères pour modifier l'opinion publique, je trouve que je ne suis pas sûr que c'est neuf, hein, je ne sais pas ce qu'il en est. Enfin là, c'était quand même pas tant. Ce sont des stratégies qui remettent en cause les présuppositions fondamentales de la démocratie. Par contre, la conférence des citoyens, pas du tout. Au contraire, je trouve une conférence des citoyens, vraiment, c'est pas du populisme. C'est au contraire, c'est une valorisation quelque part d'une des intuitions fondamentales du courant moderne, qui est la foi de la rationalité. La modernité, c'est la foi de la rationalité quand même. Et dans ce sens-là, je trouve que les conférences des citoyens sont très belles expériences. Oui, c'est intéressant parce que ici je comprends bien dans les pays européens où la démocratie est vieille, si je peux dire ainsi. Les citoyens ont le droit, ils comprennent qu'ils doivent prendre position face à toute nouvelle forme d'innovation, quand c'est possible. Mais je dois vous dire que quand j'examine à partir de mon contexte de vie, actuellement, les Chinois, vous avez ici l'exemple, les Chinois qui viennent installer, je ne sais pas, une usine au sein d'une école qu'on détruit. Voilà, donc les politiques s'entendent avec les
les capitalistes, ils installent ce qu'ils veulent, promettant aux citoyens d'améliorer leurs conditions de vie sans leur propre participation. Et on a vu, par exemple, les élèves d'une école primaire qui ont marché pour dire qu'on ne détruise pas leur école. Donc, c'est intéressant vraiment de veiller dans certains contextes où, disons, dans l'ensemble, la conscience des citoyens pour être capable de prendre position face à toute nouvelle forme d'innovation technologique basée sur le projet capitaliste. Oui. Oui, non, c'est bon, clair qu'ici, on se place dans une perspective où, dans le monde moderne, la modernité en termes techniques, la modernité philosophique, le politique est une des fonctions les plus nobles. Le politique, il est au service de tous. Alors, on voit bien qu'on est dans le lieu de l'utopie. Même ici, on est dans le lieu de l'utopie. On est partout dans le lieu de l'utopie. Mais en même temps, je pense que donc c'est quand même important de rappeler que la démocratie repose quand même sur la présupposition que tout être humain est un être de raison. Et que la modernité repose sur une confiance à la rationalité. Et quelque part, il y a des dérapages qui touchent quelque chose de profond, je trouve. Enfin, je fais allusion ici aux élections américaines, mais peu importe, je veux dire, ne plus miser là-dessus, c'est redoutable. Ouais, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque assez abstraite qui a pu savoir avec l'utilitarisme, je ne sais pas si c'est pertinent, mais j'avais un peu de mal avec cette notion dont tu parlais d'incommensurabilité avant, quand il s'agit des enjeux qui touchent à l'humanité tout entière, parce que si on veut prendre des décisions, une décision, il faut mesurer son utilité, c'est-à-dire au sens, les coûts et les bénéfices. Le problème, c'est que si on attribue un caractère d'incommensurabilité à tout ce qui touche à l'humanité dans son ensemble, finalement, on ne peut plus vraiment, selon moi, prendre de décision, en tout cas au sens rationnel, puisque à partir du moment où il existe un risque, même minime mais positif, que l'humanité soit en péril, mais même extrêmement faible, si l'utilité qu'on attribue à ce coût est quasi infinie, parce qu'on dit ça concerne l'humanité, donc ce risque est certes infime, mais l'utilité qui va avec est incommensurable, du coup on se retrouve dans une situation un peu du type Paris de Pascal, c'est-à-dire si j'ai le choix entre par exemple avoir une vie saine et pieuse et une vie de débauche, si je réfléchis à la vie de débauche, par exemple, il y a une probabilité, supposons infiniment faible, par exemple, que Dieu existe, si j'ai plutôt une disposition athée, certes positive, parce qu'il faut tout prendre en considération. Le problème, c'est que l'utilité d'une vie de débauche, même dans cet état du monde extrêmement improbable, est une utilité infiniment négative. Donc du coup, j'ai toujours intérêt à avoir une vie pieuse. C'est-à-dire que le problème de cette décision ne se pose même pas en termes rationnels, c'est-à-dire on plie la question. Donc le risque, me semble-t-il, peut-être, c'est quand on donne trop de poids, là c'est une question qui concerne la valeur, mais si on dit qu'il y a une utilité qui est incommensurable, donc c'est même plus vraiment une utilité, du coup, est-ce qu'on peut encore parler de décision rationnelle à l'échelle de l'humanité? Enfin, dès qu'il s'agit de prendre des décisions qui concernent l'humanité tout entière, en fait. Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer de réfléchir à une manière de pondérer les décisions qui concernent l'humanité dans son ensemble? Ou dire qu'il n'y a pas de décision, c'est ça. Ou dire qu'il n'y a pas de décision. Non, mais attention, parce qu'il y a un glissement même dans ta manière d'exprimer les choses. Parce que Hans Jonas ne remet pas en cause la possibilité d'avoir des décisions qui concernent l'humanité tout entière. Bien sûr, mais le problème, c'est que lorsqu'on est dans une décision, on sent qu'il n'est pas impossible que l'existence même de l'humanité soit mise en cause. C'est ça. Pour ça, il n'y a quand même pas énormément de décisions qui vont dans ce sens-là. D'ailleurs, à certains égards, c'est ce qui a fonctionné dans la guerre froide. Pourquoi même Staline n'a pas poussé sur le bouton. Vous savez, je parle de la guerre nucléaire. D'où vient qu'il n'y a pas de guerre nucléaire? Parce que les deux qui avaient les moyens de le lancer ont tenu le raisonnement de truc. On ne va pas prendre le risque de foutre l'humanité en l'air. Mais justement, voilà. Je réponds exactement à ce qu'il dit, il n'y avait pas vraiment de choix. Oui, c'est-à-dire que si la décision, à partir du moment où le risque existe, même minime, là en l'occurrence il était peut-être plus que stratégique, mais considérer que dans beaucoup de décisions il puisse être assez faible du fait de l'incertitude, mais que ça concerne, disons, l'humanité, en tout cas des grosses populations humaines,
Moi, mais c'est vraiment une question presque qui touche à l'utilitarisme en fait. Hein. Oui, non, mais je comprends bien ton objection, parce qu'effectivement, si tu mets l'infini d'un côté, il n'y a plus rien. De toute façon, j'ai bien vu, voilà, c'est ça. De toute façon, j'ai bien vu quand tu avais une version, tu proposais à un moment donné une version du principe rawlsien, un peu de Maximine, mais dans une échelle différente, c'est-à-dire dès qu'il y a le pire qui est là, à un moment donné, voilà, il faut absolument lui donner un poids qui écrase presque les autres poids dans la décision. Donc, je veux dire, est-ce que l'utilitarisme, en gros, est totalement inapproprié, par exemple, au type d'analyse que tu proposes, finalement, parce que l'utilitarisme, plutôt, a besoin d'une pondération des utilités, précisément pour prendre des décisions, alors que le Maximine, ici, c'est dès qu'il y a le pire, finalement, il faut l'éviter. Et donc, on a des décisions à caractère un peu unilatéral. Je ne sais pas si je suis pas très clair. Oui, non, c'est très clair comme question. Mais c'est une question, hein, c'est pas, pas vraiment de jugement. Mais je pense que le principe de précaution rejoint un peu, tu pourrais en avoir, je ne sais pas si ça a été fait, bon, je touche là un truc qui n'est pas vraiment dans ma spécialité, mais bon, c'est une manière de nourrir notre réflexion. Donc, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'études faites en termes d'utilitarisme sur la question de la précaution. Mais ça aurait au moins l'avantage, c'est vrai qu'un des aspects de la précaution, une interprétation de la précaution, c'est du tout ou rien. Mais en fait, si tu lis bien même la formulation du principe de précaution, même la formulation première, hein, je veux dire la première fois qui n'est pas dépourvue du... On n'est pas dans du tout ou rien, on est dans le se dire, bon, là où il y a un tout ou rien, c'est même l'absence de certitude, et ça c'est neuf. Même l'absence de certitude, là c'est neuf. S'il y a un sens de certitude, mais qu'il y a une sorte d'intuition, d'anticipation, qu'il y a déjà des recherches, on n'a pas à attendre des conclusions pour. Ça, c'est une nouveauté tout à fait radicale. Donc, le principe de... Il faudrait, dans ce contexte, si tu veux, je dis, ta réaction porte plus sur le principe de responsabilité que sur le principe de précaution. Parce que le principe de précaution me paraît très pondéré, je dirais. Par contre, c'est vrai que le principe de responsabilité, Jonas dans des postures parfois très radicales en disant bon, si l'avenir de l'humanité est en jeu, il ne faut pas. On joue pas avec ça, pour dire les choses un peu. On pense à quoi? Pardon. Mettre un petit peu de concret là-dessus. Quel est le risque et quel est le bénéfice? Donc j'ai du mal à imaginer quelle serait la mesure dont le bénéfice pour l'humanité soit infiniment grand. J'aimerais bien avoir quelques exemples pour être un peu plus dans le concret. Par contre, le risque pour l'humanité, il suffit de lire des cohortes de scientifiques, il n'est pas infiniment petit, il est majeur pour beaucoup de scientifiques. Donc, dans la réalité, on tourne le point autour duquel on tourne, pour le moment, c'est un risque important, et j'aimerais bien avoir en face de ça, de quelle mesure parle-t-on qui serait bénéfique à tel point pour l'humanité qu'il vaudrait la peine de courir ce risque-là. Il faut être un peu plus concret. Non, c'est une perspective intéressante. Et ne pas rester dans l'abstrait le plus absolu. Mais ça relève quand même de la question de la bonne mesure de l'utilité en ce qui concerne le bien ou les maux de l'humanité, en l'occurrence. Oui, oui, j'ai été. Ok, je pense que dernière remarque. Bon, ça a l'air technique ta question, Joanne, mais c'est vraiment important parce que si tu as quelque chose comme des utilités tellement disproportionnées, hein, vraiment là, c'est comme on s'en va tellement mal qu'il va y avoir des millions de morts. Ce qu'on s'en va là. Avec des risques même pas infinitésimaux, c'est-à-dire des calculs de probabilité. Tu parles du réchauffement climatique, par exemple. Par exemple, on est totalement justifié de bypasser la démocratie. On est totalement justifié rationnellement d'abolir la démocratie. Quand on est dans ce genre de calcul-là, le risque absolu avec des probabilités non nulles, même pas non nulles, même pas des chiffres derrière la virgule tellement ridicules, Yann Jonas, c'est un risque absolu. Bon, je sais bien qu'on est démocrate parce que la science et la démocratie, ça été ensemble. Mais ça, l'histoire de la science occidentale, c'est l'alliance entre la démocratie et la science. Mais, oui, on est justifié. Rationnellement. Sauf que rationnellement, en
fait, la population est très consciente de ça, et c'est les dirigeants qui le sont. Dans ton raisonnement, il y a la présupposition qu'il y a dans la classe dirigeante des gens qui pensent à l'intérêt public et qui, eux, sont neutres, alors que la population. Alors que quand tu analyses un peu, c'est un peu l'inverse. Où la population est justifiée de tasser ses dirigeants, elle prend le pouvoir par la force. Oui, alors c'est mal parti parce que l'autre ont l'armée. Donc là, quand tu dis que la démocratie, je ne pense pas que ce soit la démocratie qu'il faille remettre en cause, mais le régime politique, oui. C'est certain régime politique. Et c'est dans cela, si tu veux, que je trouve qu'il est grave de manipuler une opinion publique par des rumeurs fausses. Parce que précisément, la démocratie repose sur la présupposition. On est dans les présuppositions, mais n'empêche, repose sur la présupposition que tout être humain est un être de raison, et que par conséquent, le raisonnement que tu es en train de dire, écoutez, on est devant une impasse, avec le problème climatique, si on ne change pas, on va devant des catastrophes majeures, ça les scientifiques le disent, c'est évident que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, et que si tu as un candidat qui joue sur la mauvaise foi, de manière... là, tu te dis, voilà quelqu'un qui ne respecte pas les règles du jeu. C'est en cela que ça rejoint tout à fait la problématique de la démocratie. Mais parce que, si tu veux, en disant donc qu'il faut laisser tomber la démocratie, comme si c'était le peuple qui était en cause. Oui, le principe démocratique, je voulais dire le régime démocratique. Une courte question. Mais c'est un peu sur la même ligne. On parle de probabilité, mais bien sûr c'est une notion très problématique. On ne peut pas calculer des probabilités dans beaucoup de fois, beaucoup de situations, parce que une des difficultés est l'importance de la décision humaine. Si on calcule la probabilité que si je suis en train de travailler comme scientifique sur des bactéries et je fais un truc qui un jour pourrait être utilisé comme une petite partie d'une grande bombe qui peut détruire biologiquement l'humanité ou une grande partie de l'humanité. Il y a d'une certaine façon, il y a une petite probabilité que moi, comme scientifique, je suis en train de détruire l'humanité. Et donc, je ne peux pas faire, avec ce principe de précaution, avec une certaine manière de calculer, on peut conclure que je ne peux pas faire ma recherche, même si je le fais pour aider, pour sauver des gens, pour guérir des gens. Je ne peux pas le faire parce qu'il y a une probabilité que ça peut être utilisé dans une bombe biologique. Et donc il y a là, je trouve une difficulté de trouver la probabilité s'il y a des agents humains qui sont concernés. Oui. Il y a risque, s'il y a quelqu'un qui peut traiter d'une façon mauvaise. Non, ça, c'est un débat compliqué, hein, mais c'est tout le débat effectivement sur la responsabilité des publications scientifiques. Donc, d'après Merton, si tu prends son schéma, au fond, même la propriété intellectuelle est quelque part dans le schéma. Autrement dit, le fait de la publicité fait partie des règles du jeu des scientifiques quelque part. Il ne garde pas ses résultats pour soi, il les met à disposition de tous. Il les met à disposition de tous, il les met à disposition, y compris de celui qui veut les utiliser pour en faire des armes, effectivement. L'arme biologique est un bel exemple, puisque d'une part, il y a des conventions qui l'interdisent, mais enfin, chacun sait que, bon, et de toute façon, les possibilités sont là. Donc, ça, c'est une question très, très, très complexe, mais tu fais allusion qui s'est posée au physicien, même pendant la guerre. Pendant la guerre, même juste avant la guerre, les physiciens occidentaux ont arrêté de publier toute recherche qui pouvait servir au développement de la bombe. Oui, parce que la probabilité était relativement haute, mais donc on essaie de comparer quand même. Ce n'est pas que
parce que c'est plus petit, c'est important que c'est relativement haut. Ce n'est pas juste c'est un danger très très élargi que je ne vais pas compter, même la probabilité, je vais juste ne pas, je vais avoir le principe de précaution et ne faire rien du tout. Donc on fait des choses risquantes, même pour toute l'humanité. Non, mais dans ça, il faut voir les choses, c'est que maintenant, j'admets qu'on est dans un système social où le droit est important. Par exemple, il y a les conventions qui disent qu'on interdit la recherche pour l'armement biologique. Elles sont là. Donc, si tu veux, maintenant, tu veux dire, est-ce qu'elles sont respectées ou non, c'est encore un autre. Donc, tu vois, on est dans un. Parce que dire qu'on n'a rien fait, si on fait quelque chose, je pense que l'organisation sociale intègre cette possibilité, puisqu'elle a pris des lois contre. Mais tu me diras, les lois ne sont pas nécessairement respectées. Mais si tu veux, mais par contre, la responsabilité du scientifique se pose différemment. Le scientifique, c'est qu'il publie dans un registre, dans un monde où il y a des lois qui interdisent d'utiliser ce qu'il est en train de publier pour faire des bombes biologiques. Mais en même temps, ce qu'il va publier, ça va pouvoir peut-être faire un excellent médicament. Donc tu vois, tu es dans un registre ça a à voir avec la responsabilité du scientifique de savoir quelles lois qui interdisent qu'on utilise ce qu'il produit pour faire une bombe. Tu vois, ça fait partie du dossier. Ça ne résout pas tout le problème. Hein, mais en tout cas, la probabilité, pour rejoindre ta question, la probabilité est totalement insuffisante. C'est clair que ce n'est pas en termes de probabilité qu'on sait résoudre cette question. Par contre, si tu prends en compte le contexte, et si quelqu'un essaie de faire ça, il sera condamné. Suffisamment ou insuffisamment, c'est le problème des négociations politiques. Mais si tu veux, sur le plan de la responsabilité, là, il y a quand même quelque chose de très précis. L'humanité a fait quelque chose. On a senti le problème et il y a une législation qui existe. Pour le mot de la fin? Oui, Peter, tu es déjà un scientifique qui est sur la bonne voie, parce qu'un scientifique qui se poserait en disant quelle est la probabilité pour que c'est déjà un scientifique qui pense qu'il est moralement responsable des conséquences de ses recherches. Oui. Ce qui est rare. La plupart des scientifiques, moi j'ai été formé scientifique, à une époque on disait, nous on ne s'occupe pas de technologie, ce que les gens font avec ce qu'on fait, c'est leur problème, nous on fait de la recherche fondamentale, et il n'y avait aucune considération morale en physique. On disait, oh oui, ça c'est les gens en bio, ils se cassent la tête, ils ont des comités d'éthique. Déjà, un scientifique qui dirait, j'ai des problèmes techniques à évaluer ma responsabilité, mais déjà il dit, je suis responsable des conséquences de mes recherches. Mais déjà, si les scientifiques comme ça, c'est déjà. Mais quand tu sors de ton laboratoire, tu es citoyen. Mais ça, c'est la beauté des scientifiques. Tu es capable de poser cette question-là. Non, les scientifiques, ils peuvent être complètement dans le labo et dans la vie, complètement deux personnes différentes, ils changent de chapeau. C'est la beauté d'être un scientifique. On va terminer ici. Quentin, pas une question. On va